Comme un mouvement politique, on doit savoir qu'on a un projet politique. Et un projet politique doit pas être mis sous le boisseau. Il doit être mis en éveil, il doit être présenté aux gens et à l'occasion des campagnes électorales, être expliqué aux électeurs afin qu'ils puissent librement faire leur choix. Donc, à part s'inscrire dans cette ligne-là, je pense que la politique a besoin du sang neuf. J'incarne aujourd'hui avec mes amis du mouvement à part la nouvelle opposition. Il y a des positions vieillottes, assez collaborationnistes, et qui longtemps a montré ses limites. Nous avons l'intention aujourd'hui de démontrer de quoi nous sommes capables. Bien sûr, nous sommes un très très jeune parti, mais qui a des ambitions assez légitimes. Un genou aux longues dents. Oh, si vous voulez, mais bon, il n'y a rien de péjoratif, bien entendu. Bien Je pense entendu, que ce qui bien compte, entendu. c'est de présenter aux électeurs camerounais pourquoi nous sommes différents des autres. D'accord. Et c'est ce que je m'emploie avec mes amis à faire depuis que APA a été créé le 6 avril 2021. De toute façon, nous gardons le regard sur ce Bien sûr, parti politique qui se veut innovant, apparemment, d'après vous. C'est la nouvelle opposition, bien sûr. D'accord. Également sur ce plateau, et je l'accueille avec beaucoup de plaisir également, le professeur Mathias Eric Owona Nguini, qu'on ne présente plus au Cameroun. Je préfère ne pas trouver des mots pour le faire et dire simplement qu'il est l'une des voix les plus autorisées lorsqu'on parle de politique au Cameroun. Il est politologue. Merci de nous honorer de votre présence ce dimanche. Merci madame et bonjour aux téléspectateurs. Puis-je avoir votre lecture sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en France, cette bavure, je préfère appeler ainsi, qui aujourd'hui secoue un tout petit peu le pays? Oui, la France est habituée depuis quelques décennies, 2 décennies, à faire face à des vagues émeutières qui partent des grandes couronnes urbaines, ce qu'on appelle des banlieues. Des banlieues où vivent de nombreux Français issus de couches populaires et notamment des Français d'origine étrangère venant d'Asie, venant du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et très souvent, les rapports de ces habitants des banlieues avec les symboles de l'autorité ne sont pas faciles. La police, la gendarmerie ne sont pas très populaires là-bas. Et évidemment, le climat est très très conflictuel. Et effectivement, la France est confrontée à une espèce d'américanisation avec une forme de routinisation de la violence policière dans ces zones. Et de temps en temps, ça crée donc des accès de violence qui se traduisent en émeutes. On a déjà vu cela dans les années 2000. On le revoit encore dans les années 2020. Ça traduit aussi le malaise d'une société de plus en plus fractionnée. Et ça, c'est l'effet du modèle économique global, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui même dans les sociétés dites les plus riches, les plus avancées, a créé beaucoup de fractures sociales, une vraie ségrégation sociale entre des couches riches de plus en plus riches et des couches pauvres de plus en plus pauvres. Et ça fait qu'il y a de la tension parce que dans ces banlieues, une grande partie de la jeunesse est complètement en dehors du système, même lorsqu'elle a fait des études, et elle rumine beaucoup, elle a beaucoup de ressentiments. Pourquoi j'ai le sentiment de vous entendre décrire le Cameroun? C'est le modèle néolibéral qui est appliqué même dans les pays africains. Ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun, à la Côte d'Ivoire ou à la France. C'est le modèle général qui a été imposé à la planète et qui est un modèle qui en réalité va à l'encontre de la norme qui est posée, la norme de la démocratie pluraliste, parce qu'en réalité le pouvoir économique des aristocraties financières est devenu le véritable pouvoir dans ces sociétés-là, ce qui a pour effet de déformer le modèle de démocratie. Et les inégalités dont vous parlez ne sont pas surprenantes. D'ailleurs, précisément sur ce terrain-là, les sociétés industrielles ou ultra-industrielles ressemblent beaucoup aux sociétés en développement.
Vous avez par exemple aux États-Unis, et en France aussi ça a commencé à se développer dans les autres pays européens, des quartiers fermés, ce qu'on appelle aux États-Unis des gated communities. Et vous voyez bien que dans les grandes métropoles africaines qui sont intégrées dans ce système-là, ces phénomènes de ségrégation spatiale naissent aussi. On a déjà aussi des espèces de quartiers fermés avec des compagnies de sécurité privée, ce que nous appelons ici des sociétés de gardiennage. Et ça, ce n'est pas l'effet du hasard, c'est l'effet de ce modèle-là. D'accord, merci une fois de plus à vous d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, Raphaël Ndougou, qui lui également a fait le déplacement de la cité économique Douala. Finalement, je suis gâté avec la région du littoral ce dimanche. Il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bonjour Raphaël et bienvenue. Bonjour Rosalie, bonjour aux millions de téléspectateurs de votre grande chaîne qui monte et qui monte encore. Je salue donc avec respect les copanélistes, je salue votre équipe technique. Je voudrais dire bonjour spécial à monsieur que j'ai nommé souvent le meilleur manager du Cameroun. Monsieur ouais. Cyrus Ngor, bonjour monsieur le directeur général. Continuez à faire ce que vous faites. Le Cameroun vous regarde. Il ne fallait pas rater l'occasion de saluer le grand boss. Hein. Oui, il fait du bon travail. D'accord. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. On le rappelle que vous exercez également au port. Oui, ça c'est sans doute. Mais seulement, je suis délégué du personnel également là-bas. Vous allez vous rendre compte que si je dis qu'il fait bien... Vous êtes son adversaire en même temps son ami. Non, pas du tout. Le délégué du personnel n'est pas l'adversaire du patronat. Nous, les employés, très souvent, quand on entend notre délégué parler ainsi du patron, on s'inquiète. Non, il n'y a pas de s'inquiéter. Ça veut dire qu'il dîne avec le patron aujourd'hui, quand nous faisons grève en public. Non, il ne suffit pas de gréver. Aujourd'hui, c'est le dialogue. Hein. C'est-à-dire que le dialogue est préconisé en entreprise. Si, lorsque nous allons demander 1001 choses, on nous donne quand même une partie, on dit merci et on demande encore. D'accord. Je veux bien vous croire. Donc, le dialogue là-bas est permanent dans la structure, dans la société en question. C'est-à-dire qu'au-delà du directeur général, qui lui-même reçoit souvent les délégués du personnel, et eux, ils portent les problèmes des employés. Il y a également une réunion qui se tient de manière, chaque mois, avec le responsable des ressources humaines, le directeur des ressources humaines, pour porter au quotidien les problèmes. Donc, aujourd'hui, il ne suffit pas de sortir, de dire on en a marre. Non. Il est question de dire, procédures. Voici les problèmes qui sont là et comment on peut les régler. Donc, au-delà de cet aspect de dialogue, mais sur le plan même du travail, la transformation du port de nous aujourd'hui est visible. D'ailleurs, vos caméras vont souvent filmer là-bas. J'ose croire que je ne vais pas te donner une facture à la fin de cette émission. Que tu devras passer voir ma directrice commerciale par la suite. Non? Bienvenue. Bienvenue, monsieur Ndougou. J'ai mon directeur, c'est vrai que c'est mon consultant et qu'il est consultant Info TV, mais j'ai la chance également que c'est mon directeur des ressources humaines. Donc, je voudrais bien comprendre, on peut faire ami en accueillant Pierre Blériot pour les téléspectateurs qu'on ne présente plus. On peut réussir à faire ami comme ça avec le patron et puis bien poser nos problèmes, c'est possible? Bonjour. Bonjour à votre panel d'exception. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bien évidemment, vous avez suivi le langage du délégué du personnel. Il a dit qu'il est l'ami du directeur général. Il ne s'en est pas caché. Je ne vais pas lui faire la leçon. Mais le rôle du délégué de personnel n'est pas tant d'apprécier la bonne tenue du travail du DG que de revendiquer la vie en entreprise des employés. Les employés du port autonome ne sont pas, je suis pas leur porte-parole, qui entendent leur délégué de personnel parler de la sorte, ont effectivement le sentiment qu'ils dînent avec le DG. Je suis quand même heureux de constater que de la bouche du délégué de personnel, M. Cyrus Ngongo est le meilleur manager du Cameroun. Bon, je ne sais pas quel institut classe les managers camerounais, mais s'il est le meilleur, tant mieux. On aura le temps. En tant que directeur dans des ressources humaines, je crois également que les délégués de personnel ne sont pas les adversaires d'une entreprise, ne sont pas des ennemis dans une entreprise. Mais il y a une psychologie, il y a une distance qu'ils doivent garder pour ne pas se retrouver dans des relations incestueuses avec
la direction générale ou les ressources humaines. Pour rester objectif, et je ne vais pas ajouter le fait qu'il est déjà membre du RDPC, c'est-à-dire qu'il est sous les ordres de Cyrus Ngongo, qui doit être plus haut dans le RDPC que lui. Je ne veux pas voir là un délit ou un conflit d'intérêts, parce qu'il faudra en même temps défendre le RDPC, il faudra défendre le port, il faudra tout défendre. Mais je crois savoir qu'il le fait assez bien. Les employés du port ne se plaignent pas beaucoup, mais le port n'est pas que pour les employés du port. Voilà. Le port doit apporter beaucoup aux Camerounais en général. Bon, je n'ai pas de grief particulier contre le DG de ce port-là. Bien entendu, hein, c'est pas l'idée. En tant qu'employé, j'avais juste envie de bien comprendre cette proximité qui a tendance à nous inquiéter. Là, je parlais en tant qu'employé. C'est important. Une fois que c'est dit, l'équipe technique bien mobilisée, je vous suggère qu'on rentre tout de suite dans notre première thématique de ce dimanche. On parle de l'affaire Martinez-Zogo. Pour rappel mémoire, c'est le 17 janvier qu'il est porté disparu au Cameroun, retrouvé le dimanche 22 janvier, mutilé. Depuis lors, une grosse procédure s'en est suivie. Il a fallu quelque part la sortie je vais dire par intermédiaire, puisque c'est sous haute instruction. Non, je ne vais pas démarrer avec vous pour le deuxième sujet. Je préfère démarrer avec Célestin Diamène. On a donc eu l'opportunité d'avoir une sortie présidentielle par la voix du secrétaire général à la présidence de la République, qui a annoncé une enquête mixte qui a abouti à l'arrestation de plusieurs personnalités au Cameroun, au rang desquelles le patron de la DGRE, c'est qui, bien sûr, a secoué un tout petit peu le pays et continue de secouer le pays, puisqu'on en est encore aujourd'hui. En fin de semaine dernière, des informations fuitées ci et là, rendues publiques ou encore relayées par plusieurs médias, au rang desquels Kalara nous révélait que 2 autres éléments de la DGRE étaient de nouveau interpellés à la suite de la phase d'audition qui vient encore de se dérouler. On a eu beaucoup d'hommes de médias, quand même, on va en parler également, qui sont passés pour s'expliquer sur quelques zones d'ombre. De prime abord, qu'est-ce qu'on doit comprendre? D'abord, il faut rappeler que c'est le président de la République qui a voulu cette enquête. Oui. Bien sûr, cette enquête a été pilotée par le SGPR, comme tout le monde le sait. C'est une affaire extrêmement grave, puisqu'elle implique les services de contre-espionnage. Parce que, en principe, en général, le service de contre-espionnage d'un pays est au service des intérêts de l'État. Ils sont là pour espionner les autres, pour prévenir et éviter certains scandales nationaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu des particuliers qui étaient impliqués dans cette affaire. Et l'assassinat du journaliste Zogo nous a révélé effectivement qu'il y avait, on va dire, des relations un peu incestueuses, n'est-ce pas, qui pourraient émerger entre les services de renseignement de l'État et bien sûr certains intérêts particuliers. Aujourd'hui, effectivement, le juge militaire, juge d'instruction Sekati, a succédé au juge Oyono, qui avait un peu, à mon sens, bâclé la première procédure. Parce qu'évidemment, ces 2 personnes... Bâclé. Oui, à mon avis, parce qu'en vérité, les 2 personnes qui ont été réauditionnées, naturellement, l'avaient été sous le précédent juge d'instruction. Donc on peut s'imaginer aisément que l'actuel juge d'instruction a trouvé de nouvelles preuves. Donc il a donc remis en examen ces 2 personnes qui se croyaient sorties de cette affaire, dont l'affaire, à mon sens, ne fait que démarrer. D'ailleurs, je crois que l'une des personnalités impliquées dans cette affaire, qui est toujours présumée innocente, le monsieur Amokou Beninga, a eu à l'époque un mandat de dépôt pour 6 mois, comme tous les mandats de dépôt. Il devrait en principe déjà être renouvelé. Je ne sais pas si le juge actuel l'a fait, mais en tout cas, je pense que l'affaire est bien loin d'être terminée. Parce qu'en vérité, ça veut dire que le compteur a été remis à 0, quelque part. Et on est en train de trouver de nouvelles inculpations éventuellement. On attend de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas aborder cette affaire sans évoquer éventuellement des ramifications au sein même de la DGRE. Bien entendu. Parce que, et bien, au-delà de la DGRE, il y a aussi des implications au niveau étatique. Parce qu'en vérité, sans vouloir le dire, on connaît les personnages, on ne va pas les citer ici, mais on sait très bien qu'au sein de la DGRE, il y a eu des conflits un peu de personnes
entre le De toute colonel... façon, ce crime finalement a été pour certains classé comme crime d'État, c'est qu'on peut, on peut comprendre. Oui, et le problème c'est que là vous parlez de crime d'État, mais pourquoi quand on met en examen des personnes, on parle de torture et d'enlèvement. Je veux bien, il y a eu enlèvement, mais suivi d'un assassinat, et tout le monde l'a vu. Je veux dire que quand on retrouve un corps putréfié dans une broussaille, il ne s'agit pas d'une simple torture. Donc il faut impérativement qu'on requalifie ce fait-là, parce que nous sommes visiblement en présence d'un assassinat. Alors d'où vient-il que l'ancien juge d'instruction puisse se contenter de qualifier ce crime odieux de torture? Bien sûr, c'est déjà grave une torture, mais il y a surtout eu assassinat. Parce qu'en vérité, c'est vouloir nous dire quoi? Qu'il n'y a pas eu de préméditation. Monsieur Martinez-Ogo a été enlevé, puis assassiné. Ça veut donc dire qu'effectivement, son crime a été prémédité. Et d'ailleurs, l'inculpation des 2 policiers, dont un commissaire, démontre à souhait qu'effectivement, il y a eu, effectivement, dans cette affaire, une espèce, comment dirais-je, d'implication assez grave à certains niveaux. Je pense, par exemple, que il y a eu un plan qui a été mis en place. Il y a eu ces 2 personnes qui ont été soupçonnées d'avoir fourni des informations sur la géolocalisation, n'est-ce pas, de Martinez-Ogo. Et ils ont filé des informations à M. Justin Danhaut, lieutenant-colonel. Et donc c'est avec cette géolocalisation qu'on a pu déterminer où se trouvait Martinez-Ogo. Donc ça veut donc dire qu'il y a eu une préméditation. Il y a eu un plan machiavélique d'assassinat. Donc la première question qu'on se limite... Non. Ça saute aux yeux que Martinez-Ogo a été assassiné. Et nous voulons la justice pour Martinez-Ogo. D'accord. C'est la moindre des choses. D'accord. Je veux dire que l'affaire a été relancée à bon escient, et on attend naturellement que la justice suive son cours, mais il ne faut pas oublier également les implications politiques. D'accord. Juste précision, hein, c'est en mars que Amogo Belinga a été... En mars, autant pour moi, oui. Du coup, on n'a pas encore traversé les 6 mois. En janvier, c'est le corps sans vie qui a été retrouvé. Professeur Mathias Owonangini, on parle, j'allais dire, M. Ndiamène parle d'un procès qui jusqu'ici a été en première partie un peu bâclé et que l'on est en train de véritablement redémarrer, des faits retenus, on parle de filature, enlèvement, torture, qui ne répondent pas, d'après beaucoup, j'allais dire la majorité de la population, à ce que tout le monde attend, puisque dans les premières communications gouvernementales, ils ont utilisé également le mot assassinat. Donc, il était légitime pour les uns et les autres de s'attendre à voir ce mot ressortir dans les faits retenus, que non. Et aujourd'hui, on a 2 autres éléments de la DGE interpellés. Oui, je ne dirais pas que la procédure a été bâclée. La mécanique judiciaire, déjà dans d'autres types d'affaires, se met en place lentement. Et quand c'est une affaire qui a trait à un crime expressif d'un très haut niveau de sauvagerie, et un crime qui justement est marqué par des ambivalences, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Pour l'instant, on est dans une procédure où tous les aspects ne peuvent pas être clairs pour le grand public. Pourquoi? Parce que c'est une affaire qui est objectivement très grave et donc qui demande de prendre beaucoup de précautions parce qu'elle peut, à tort ou à raison, entacher l'image de l'État. Pourquoi? Parce que, comme M. Djamène l'a dit, des services sensibles de sécurité ont été directement ou indirectement concernés parce qu'il y a des acteurs de ces services qui sont jusque-là impliqués dans la procédure judiciaire et qu'à partir de ce moment donné, ça crée la possibilité que certains acteurs, notamment politiques, interprètent ce crime-là comme étant un crime d'État. Ce qui, évidemment, du point de vue de la République du Cameroun, n'est pas une bonne chose. Attendons le cours de la procédure. Espérons donc avec les nouveaux éléments, le juge d'instruction actuel consolidera la base informationnelle à partir de laquelle on pourra véritablement
juger de ce qui s'est passé. Bon, maintenant, du point de vue factuel, il est clair que c'est un assassinat. La personne qu'on a retrouvée n'était pas simplement torturée, c'est un corps supplicié et un corps mort, donc c'est un assassinat. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi, de prime abord, on n'a pas parlé d'assassinat? Non, en fait, on n'a pas ça aurait rassuré tout le monde, moi y compris. Non, vous savez, la gestion des affaires de ce type est une gestion très sensible parce qu'évidemment, dès le départ, il y a un scandale. La procédure d'action des services de contre-espionnage dans tous les pays est une procédure très délicate. C'est un secteur très délicat pour le fonctionnement d'un État. Et donc, dès qu'il y a une affaire qui directement ou indirectement concerne ces services, il faut comprendre que ce soit mené avec de grandes précautions. Mais l'intérêt pour les Camerounais, c'est que la vérité soit établie et que justice soit rendue pour le plus grand intérêt de l'État du Cameroun lui-même. L'autre leçon qu'on peut déjà tirer, même si le processus est en cours, c'est que le pouvoir, sous quelque forme que ce soit, qu'il soit politique ou économique, ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Et nous sommes dans une phase historique où nous essayons tant bien que mal de consolider l'état de droit. Et pour consolider l'état de droit, il faut aussi faire comprendre aux puissants qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Vous y croyez, vous, en cet état de droit au Cameroun? Mais justement, il y a là un test pour la consolidation de l'état de droit. Il y a un test, attendons de voir ce que ça va donner. Mais c'est une affaire qui est beaucoup plus sensible que les gens ne le pensent. Donc, pour comprendre le silence assourdissant qu'on a autour de cette affaire au Cameroun, quand on essaie de trop en parler, on a l'impression que ça dérange, quelque part. Ça ne peut que déranger, madame, même si on n'entre pas dans tous les contours, ça ne peut que déranger. Les services de contre-espionnage ne sont pas n'importe quoi dans un État. Dès qu'il y a une affaire qui les concerne directement, ce serait l'hypothèse où on peut établir que c'est un crime d'État. Indirect, ce serait dans l'hypothèse où, par le biais de relations incestueuses, pour utiliser un peu l'image qu'utilisait pour un autre sujet M. Niemek tout à l'heure, on peut établir que certains groupes d'intérêt ont construit des connexions avec certains éléments de ces services. C'est ça l'aspect indirect, mais ça reste toujours très grave. Ça reste très grave parce que ça veut dire donc que si on est dans cette deuxième hypothèse, qu'il peut y avoir au sein de ces services des acteurs qui sont susceptibles dans certaines conjonctures de mettre en question la sécurité nationale. Et ça évidemment, pour les dirigeants de l'État comme pour le citoyen ordinaire, ça peut être inquiétant. Monsieur Raphaël Ndougou, l'État en insécurité d'une certaine manière, on va le dire ainsi, parce que lorsque nos services secrets sont impliqués, on ne peut plus nier cette réalité, parce qu'après les 8 premiers, on en a encore 2 qui sont incarcérés à Kondengui. C'est une thèse qui confirme finalement que la DGRE est impliquée au plus haut point dans cet assassinat de Martinez Zogo. On doit s'inquiéter encore plus, ou on était déjà, on a passé notre temps à crier Martinez Zogo, justice pour Martinez, mais là, on est encore plus inquiet quand même au regard de ces dernières actualités. Pour dire vrai, c'est inquiétant d'ailleurs parce que notre service de contre-espionnage, comme l'indiquait le professeur Ronan Guini, jusqu'ici même, ce n'est que le directeur adjoint qui continue à officier là-bas parce que le directeur lui-même est incarcéré ou alors est en détention. Et ça aussi, on devait aller peut-être vite à mon sens, on devait aller vite pour clarifier cette affaire et repositionner les cas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la procédure lente que lui c'est le 7e mois qui démarre là. Oui. Je crois qu'il a été assassiné en janvier. On a découvert le corps en janvier. On a découvert le corps en janvier. C'est vrai, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes comme nous. Oui. Mais nous pensons que si on va vite et qu'on reconnaît la culpabilité des uns des autres, que l'on désigne qui dirige dorénavant la DGRE. Parce que c'est un service qui est tellement sensible que même certains à l'extérieur nous regardent. Pour dire, mais au Cameroun,
lorsque les services secrets sont impliqués dans de telles choses, ils peuvent avoir des soucis. Et moi, je crois que si vous vous retrouvez dans la famille de Martinez, vous voyez que Martinez est toujours à la mort. C'est-à-dire que vous avez le pincement au regard de l'évolution de cette affaire. Vous demandez qu'à quel moment il sera inhumé et tout et tout. Bon, là n'est pas le cas. Parce que c'est une affaire de justice. Mais je me t'ai posé la question sur ce même plateau un jour où j'avais dit, généralement, lorsque le voleur de chèvre est attrapé, tout de suite, on vous lui demande comment il a fait pour aller voler le chèvre. On appelle ça reconstitution des faits. Peut-être on va arriver là un jour. C'est un colonel qui a pris son bic et a reconnu que il a fait ci, il a fait ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça traîne aussi. Hein. Parce qu'à partir du moment où il a reconnu, il était en même de dire également que j'ai étudié tel ou tel élément pour le faire. Mais le président Djamel vous a dit tout à l'heure que, ok, enlèvement, torture. On n'a pas enlevé et torturé quelqu'un qui vit. On a enlevé quelqu'un et torturé d'une très mauvaise manière, d'une manière atroce, et on l'a trouvé mort. On n'a pas encore dit qu'assassinat jusqu'ici, on ne se demande pourquoi. Donc je me dis que, honnêtement, le temps que ça prend là, la famille et même l'opinion publique, vous voyez qu'à un moment donné, les médias ont un peu off ce sujet. Au regard des derniers événements, le sujet revient sur la table. Oui, parce que vous êtes resté longtemps pour justice pour Martinez dans cette chaîne de télévision et partout ailleurs pour dire qu'il faut véritablement que cela cesse. Parce qu'on peut nous endormir là, endormir et puis on risque d'oublier à la fin. Et comme certaines enquêtes, c'est nous qu'on connaît. Donc je pense qu'il est totalement urgent que cette affaire-là trouve véritablement l'issue. Que les coupables soient... Donc le rythme ne vous arrange pas. Le rythme ne vous arrange pas. C'est trop lent. C'est trop lent. 6 mois après. Bon, le professeur Onang trouve que cette lenteur est justifiée. Oui, c'est selon lui. Mais moi, je pense aussi que non. À un moment donné, on connaît nos enquêtes ici. Parfois, on prescrit l'enquête. Le chef d'État prescrit toujours les enquêtes. Et on ne sait pas pourquoi, parfois, c'est torturé. C'est torpillé. Et en ce moment-là, il y a un problème. Parce que si on rentre à la genèse, on va se poser la question, que dénonçait Martinez? Qu'est-ce que Martinez disait dans ses dernières émissions? On va donc se poser la question, qui lui donnait ces renseignements? Qui lui donnait ces informations? Est-ce que les groupes, les forces en présence ne se constituent-elles pas pour se tirer dessus et à un moment donné, Martinez aurait payé le prix? Nous comprenons qu'à ce niveau-là, au-delà des éléments, j'ai bien dit que le colonel a reconnu, non? Ça dit qu'il est passé très rapidement au mea culpa. À un moment donné, même on s'est posé la question, pourquoi si vite? Un officier de ce niveau-là. Pourquoi si vite? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, après avoir reconnu, qui a donc envoyé le colonel d'envoyer le faire? À vous alors, ces éléments. Qui est donc derrière? Est-ce que c'est simplement parce qu'il voulait le torturer? Parce qu'on a souvenir à un moment donné que non, nous on l'a pas, on a torturé et on ne sait pas la suite. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez et vous dites que vous ne savez pas. Quand vous voyez quelqu'un vous torturez, vous savez que cette personne-là ne peut plus vivre. Vous êtes expérimenté en la chose. Justement. Donc c'est pour ça que je dis que le rythme là, bon, le temps est juste, ce n'est pas le temps des hommes, je l'ai dit, mais le rythme là, pour moi, le Cameroun lambda, je voudrais déjà avoir, véritablement voir les coupables pour nous dire, c'est tel qui a envoyé tel faire ceci. Et la justice fait donc son travail en condamnant ces coupables-là. Parce que ça fait aussi mal, non seulement à ceux qui sont présumés, leur famille, etc. Et aussi, la famille de Martinez, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire ici. Si c'est donc moi qui avais le dossier en main, puisqu'il n'y a personne qui est hors du pays, nous sommes tous là. On les étudie pour les étudier tous les jours. Vous avez parlé tout à l'heure des hommes des médias qui chaque jour sont interrogés là-bas. On voit même certains influenceurs se prononcer là-dessus. Ce sont des éléments comme ça qui peuvent aider effectivement les enquêteurs, les magistrats à aller un peu plus vite, de telle manière que s'ils sont condamnés, que l'on enterre Martinez ou peut-être que son âme repose définitivement en paix. Il faudrait déjà savoir s'ils ont véritablement envie d'aller très vite. Ils voudraient que ça aille vite, d'autres trouvent qu'aller lentement, mais sûrement c'est encore mieux. Mais toujours est-il qu'on a envie de se demander aujourd'hui, et ce sont les questions qui demeurent, hein, qui a assassiné Martinez, qui sont les commanditaires. Mais quand on regarde encore 2 autres éléments de la DGRE interpellés, on peut se dire quand même que ces personnes-là sont très haut placées au Cameroun.
Mademoiselle Guesseli, c'est vous qui posez les questions ici, mais permettez-moi de vous en poser une. D'accord. Au panel. Qui a assassiné l'évêque Bala? Justement, on ne le sait toujours pas. D'accord. Vous pensez que, avec tout le respect que je dois au corps de Martinez Zogo, il était pour les Camerounais plus important que l'évêque Bala? Ça dépend. Non, il ne l'était pas. Moi, j'ai beaucoup défendu l'assassinat de Martinez. Je veux vous amener quelque part. Martinez Zogo n'est qu'un prétexte. Donc, les enquêtes ne visent pas à déterminer qui a assassiné Martinez Zogo. Parce qu'on n'a jamais été intéressé par des gens qui assassinent les gens au Cameroun. La thèse de la nuit de long couteau. Donc, à déterminer qui a assassiné Martinez Zogo, et je m'étonne parce que je sais que beaucoup de grands esprits savent que ce n'est pas la visée. Bon, maintenant, les moyens esprits, pour ne pas leur faire injure, croient que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Martinez préoccupe tellement l'État du Cameroun qu'on veut à tout prix découvrir qui a assassiné Martinez Zogo. Et on ne veut pas, après autant d'années, découvrir qui a assassiné l'évêque Bala. Mais pour le cas de Martinez Zogo, on veut à tout prix savoir. Non, ce n'est pas vrai. Dans le budget réflexionnel du professeur, j'émarge une partie et je constate qu'il a dit que les services de renseignement peuvent mettre en insécurité. Voilà ce qui préoccupe les enquêtes. Pas l'assassinat de Martinez Zogo. Martinez Zogo est un journaliste parmi tant d'autres. On a tué beaucoup de journalistes. Bibin Gota, qui a assassiné Bibin Gota? Ben, ça n'intéresse personne. En tout cas, ça intéresse les Camerounais, mais l'État du Cameroun n'est pas intéressé. On a même cité des noms. Mais c'est passé, non? Je crois que Bibin Gota, même dans le journalisme, était plus performant que Martinez Zogo. Donc, le prétexte Martinez Zogo sera utilisé autant que cela pourra servir. Mais ce n'est pas la finalité. Celui qui a instruit l'enquête, vous savez, le président Chirac avait répondu un jour à des populations, je vous ai compris. Ou je vous ai compris si on parle des populations. Mais chaque personne avait compris à sa manière. Il suivait De Gaulle. Il suivait De Gaulle qui sur l'Algérie avait dit voilà. Je vous ai compris. Et les partisans de l'Algérie française pensaient que De Gaulle les soutenait. Voilà. Et ils ont été scandalisés par la suite quand il a choisi de négocier avec le FLN. Très bien. Le président Biya a donc dit, quand vous demandiez justice pour Martinez Zogo, il a dit, je vous ai compris. Et vous avez compris qu'il a dit que c'était pour la justice pour Martinez Zogo. C'est ce que vous avez décidé de comprendre. Donc, en d'autres termes... lui, il a compris ce que lui, il a dit. Et cette enquête prendra tout le temps nécessaire pour démêler les nœuds. Parce que ce qu'on cherche, on doit le retrouver. Deuxième observation que je fais, c'est que quelqu'un qui est semblable à celui qu'on pourrait comparer au directeur général de la CIA aux États-Unis est en prison avec un individu aussi, et on semble me dire que c'est cet individu qui est la personne la plus importante à mettre en évidence quand on parle de la prison. C'est-à-dire que très peu parlent du DGE, ECO. J'ai même lu sur certaines presses affaire telle et compagnie, c'est-à-dire que ECO serait dans compagnie. Affaire Amougou Bellingue et compagnie. Et donc, quelqu'un passerait avant ECO et ECO serait dans la... Vous voyez, nous sommes un pays curieux quand même. Si on parle de manière rationnelle, on dirait affaire ECO et compagnie. C'est les autres qui seraient et compagnie. Parce que ECO, du point de vue de l'État du Cameroun, est la personne la plus représentative de l'État. On dirait donc des hommes affaires ECO et compagnie. La troisième remarque que je fais, c'est que M. ECO est d'un silence, je ne peux pas dire princier parce que ce n'est pas une belle affaire, mais un silence particulier, d'un calme particulier dans cette affaire. On avait sa posture aussi. Ce qui est une bonne chose. Oui, bien sûr. On n'a pas entendu d'agitation. C'est pour cela que je reviens sur les remarques de M. Célestin Djamène, qui faisait remarquer que, non, je crois que c'est Ndougou, que le colonel Dangwe, qui est un officier supérieur, a dit ci, il a dit ça. Qui a dit au colonel Dangwe que ce qu'il avait dit était important?
ou qu'on voulait qu'il dise quelque chose. Qui lui a dit? Il a dit des choses. Bon, si, comme les juristes le disent, l'aveu est la reine des preuves. On se serait donc arrêté. Pas toujours. On se serait, je parle dans la langue que les autres nous... On se serait arrêté, si c'était le cas. Mais puisque ce n'est pas le cas, on ne s'est pas arrêté. Et on ne semble pas avoir fait tellement confiance à l'itinéraire dans où il a voulu nous conduire. Sinon, quelqu'un le disait ici, on était même déjà arrivé à l'idée de faire la reconstitution des faits. Les gens se sont rendus à l'immeuble Ekan, pour ne pas le citer, mais on n'a pas fait de reconstitution des faits. On dit ici que le premier juge dit torture. Et nous décidons de dire que, mais puisqu'il y a assassinat, il fallait qu'il dise assassinat. Mais si dans les enquêtes du juge, il n'a pu découvrir que la torture, jusque-là, que lui n'a pu remonter que jusqu'à la torture, et qu'il y aurait un vide entre la torture et l'assassinat, est-ce qu'on ne pense pas qu'il pourrait avoir un fossé entre la torture et qui nous a dit qu'il y a eu une seule torture? Oh ben, moi-même j'en dis un peu trop. Alors, qui nous a dit qu'il y a eu une seule torture? Je crois que les enquêtes doivent permettre de démêler toutes ces choses. Et ceux qui sont sur ces dossiers, et il y en a qui vont faire freiner le dossier des 4 fers. Mais je peux être sûr d'une chose. Puisque le président de la République tient au plus haut point à sa sécurité à lui, tout comme un homme marié tient plus à la fidélité de sa femme qu'au bien-être souvent de la maison, puisqu'il tient au plus haut point à sa sécurité. Oui, ça m'engage, moi. Puisqu'il tient au plus haut point à sa sécurité à lui, il y a beaucoup de chances que pour ces questions de sécurité, nous finissions un jour par démêler cette affaire. C'est-à-dire que Martinez, donc, pourra trouver justice parce que le président cherchait sa sécurité. Vous vouliez réagir, Oui, Célestin? parce que d'abord, il faut rappeler que Martinez, le colonel Dangoué, est passé aux aveux complets. Un bon enquêteur prend déjà en compte les aveux d'un mis en examen et d'un accusé ou d'un prévenu. C'est la moindre des choses. Si je viens faire des aveux devant vous, vous devez déjà en tenir compte. Maintenant, l'aveu n'est pas toujours la reine des preuves. Parce qu'il faut des enquêtes rigoureuses, évidemment. Parce qu'il peut avouer pour protéger quelqu'un. Aussi. On l'a souvent vu dans certains procès. Mais on ne peut pas nier l'importance de l'aveu. Il a été très clair. Il a été envoyé pour enlever, kidnapper, torturer, voire même assassiner. Même si le juge Oyono, premier juge d'instruction, n'a pas repris l'expression. On s'est bien rendu compte que je ne suis pas pour la banalisation du crime, comparer l'histoire de Monseigneur Bala, Bibingota, non. Il faut comprendre l'aspect social, le contexte social. Non, c'est pas une banalisation. Non, Monsieur Diamène, c'est pas une banalisation. Non, je suis en train de dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que vous allez prêter. Non, je ne vous prête pas. Oui, voilà. Je suis en train de dire que le cas Zogo, le caractère odieux du crime. Le crime de Bala était aussi odieux que celui de Zogo. On a vu un corps dans l'eau. Oui. On suppose que... Qui a été mutilé. Peut-être vous le savez. Un corps dans l'eau. On n'a pas vu seulement un corps dans l'eau. On a vu un corps dans l'eau, c'est qu'on a vu. Avec des doigts, des orteils cassés, avec le postérieur de Martinez Zogo met d'abord en relief la liberté d'expression. Le journalisme est sacré. La prêtrise aussi. Ce sont des relayeurs, des journalistes, des historiens de l'instant. La prêtrise est davantage. Parce qu'il a dit des choses en plus déjà connues. Parce que les histoires de ligne 114, 65, 94 étaient déjà connues. Qu'est-ce qu'il a dit de plus ou de moins qu'on ne connaissait pas pour mériter ce crime odieux, mutilation, qui s'en sont suivis. Parce qu'il vient après une série d'autres crimes, effectivement. Peut-être le questionnement rejoint ce qu'il disait. Que non, je veux dire que... On recherche justement ce qui se cachait derrière le crime contre Zogo est un crime vraiment spécial. Dans le sens, d'abord, il vient à la série de beaucoup d'autres, et qu'il touche aussi, quelque part, à des guerres intestines, politiques ou politiciennes. Donc c'est très spécial. Évidemment, quand on voit un corps putréfié, jeté dans la broussaille depuis 5 jours, mais pourquoi cet acharnement à mutiler un corps? On l'a assassiné, c'est déjà odieux, mais le mutiler et le jeter dans une broussaille, et qu'on me dise qu'il n'y a pas eu préméditation,
quand même une faute grave du Qui premier vous a dit juge. ici qu'il n'y a pas eu préméditation? Quelqu'un l'a Moi, dit? je vous dis qu'il y a eu préméditation. Vous parlez de torture qui n'a pas vu l'assassinat. Non, c'est quand même quelque chose d'objectivement très grave, que tout le monde a vu. Il y a eu visiblement l'intention de tuer, d'assassiner. Ça suppose qu'il y a eu un plan de la part de certains éléments de la DGRE. Alors, est-ce que, vous évoquez Maxime Ekoeko, était-il au courant? C'est la question qu'il faudrait se poser. Il est silencieux peut-être parce qu'il connaît que son sort n'est pas lié à l'affaire du crime proprement dit. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de lui régler son compte. Donc il essaie de détacher sa personne d'autres personnes qui s'agitent, peut-être pour des raisons qu'on ignore. Mais lui, sa position interroge. Est-ce qu'un patron de la DGRE était censé ignorer ce qui se tramait sous ses yeux? Parce qu'en vérité, les deux commissaires qui ont été incriminés récemment, ils ont obéi à qui? Ils ont donné des informations de géolocalisation à qui? Vous pensez qu'on avait besoin de géolocaliser Martinez Ogo pour le tuer? Vous pensez vraiment? Mais l'enquête est en cours, cher monsieur. L'enquête est en cours. Puisqu'on a mis en examen ces deux personnes-là, parce qu'ils ont fourni des informations stratégiques au colonel Danoué, et qui en ont permis à ce dernier de pouvoir pister Martinez Ogo et l'assassiner. Voilà ce qu'il en est. Je n'irai pas plus loin parce qu'en vérité, l'enquête est en cours. Donc, le deuxième juge a l'air d'être plus méthodique que l'ancien. D'ailleurs, si on l'a remplacé, c'est bien parce qu'il était moins efficace, en tout cas. Je ne dirais pas incompétent, en tout cas moins efficace. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la fin ne fait que démarrer. Parce que, en vérité, ce crime est symboliquement très important. Je ne dirais pas qu'en termes de degré, ça dépasse d'autres, mais je pense que les implications, les ramifications politiques que cela implique, fait, et qui implique la DGRE, un service qui est dédié à la sécurité de l'État, service de contre-espionnage, nous impose à penser qu'on ne peut pas comparer ce crime-là à d'autres. Bien sûr, le crime contre Monsieur Balabala est aussi grave, Bibingota, etc., etc. Mais celui-ci, pour la première fois, implique les hauts services de sécurité de l'État. Est-ce qu'on peut se dire, comme certains l'ont fait remarquer sur ce plateau, que derrière ce crime se cache quelque chose de plus grand, de plus important, de plus dangereux même pour le Cameroun? C'est ce que j'appelle ramification. Parce que n'y aurait-il pas... Du coup, est-ce que cette réalité ne va pas un peu banaliser et c'est pour ça d'ailleurs le professeur Oulanguiné a parlé de prudence, parce qu'en vérité, il y a tellement de branches, tellement de synapses, hein, parce qu'il y a une affaire militaire, parce qu'il y a des usages d'armes, il y a des civils qui sont en prison pour cette même affaire. Donc tout ça se mélange. Donc il faut que sur le plan judiciaire, le juge soit particulièrement méthodique, mais qu'on sache bien que le juge ou le commissaire du gouvernement, je suis passé par le tribunal militaire, je sais comment ça fonctionne. Même le régisseur ne peut pas prendre une décision sur les prisonniers détenus politiques, entre guillemets, sans la validation de ses supérieurs hiérarchiques. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que il faut faire très attention. Mais on ne va pas trop lentement, on ne va pas trop vite, parce que le juge doit faire son travail. Le président de la République qui a voulu cette enquête, parce qu'en vérité, quand la DGRE est impliquée, ça veut dire que le ministre de la Défense, qui est le président de la République, en titre, il délègue cette fonction au ministre délégué, suit cette affaire de bout en bout. Parce que les services de l'État sont directement impliqués. Est-ce que, la question principale pour moi, si le patron de la DGRE a vraiment mis sa compétence au service de quelques individus, alors là, ça devient extrêmement grave. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des constructions derrière qui pourraient viser, non pas sa personne, bon, il est forcément, mais l'institution de la présidente de la République. Et c'est ça le vrai danger. D'où le silence d'ailleurs de M. Ekoeko. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas cette affaire-là qui le fait mettre en prison. Le ministre délégué a demandé effectivement qu'il se rende, qu'il ne résiste pas. C'est pour ça qu'il est très silencieux. Les autres, quel était l'intérêt, encore une fois, d'assassiner un journaliste qui n'a fait que révéler ce qu'on savait déjà? Donc Martinez Ogo, beaucoup de questions, hein? Oui, et parce que c'est le juge d'instruction instruit. Il doit être particulièrement méticuleux. Trop de lenteur me semblerait aussi déraisonnable. Parce qu'il y a des aveux complets déjà. Okay. Donc, est-ce que monsieur accélère un peu la procédure Mais pas accélérer, qu'on aille au rythme normal. Si je suis juge d'instruction, je reçois des aveux, je convoque
les témoins, je convoque les personnes dont l'identité a été révélée dans les aveux, ce qu'a fait d'ailleurs le juge Sikati très récemment. On les entend. S'il n'y a pas de démenti formel ou s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, évidemment, il doit dans quelques semaines renouveler le mandat de dépôt et ensuite on va aller au procès. Les Camerounais veulent la justice. Que M. Danwe, M. Amougou Belinga, M. Ekoeko soient innocentés ou reconnus coupables, il nous faut un procès. Parce que c'est quand le procès va s'ouvrir véritablement que les vrais enjeux vont être clairement exposés. Mais pour l'instant, nous sommes encore en phase, malheureusement, d'instruction. Pas pour dire qu'il n'en faut pas, mais il faut quand même, on a quand même des éléments. Près de 6 mois, on a des éléments factuels. Est-ce que M. Danwe s'est dédié? Il n'a pas remis en cause ses propos. Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais il y a des procédures d'appel. Si effectivement on passe en justice et qu'il y a une condamnation, mais les accusés ou les condamnés peuvent parfaitement faire appel. Où est le problème? Il ne faut pas qu'on perde plus de temps que ça. On perd plus de temps. Est-ce qu'on peut se dire, professeur Owona-Nguigni, que l'institution présidence est en danger, que le Cameroun est véritablement en insécurité et que l'assassinat de Martinez Zogo cache une sorte de déstabilisation du Cameroun? On peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, mais je vous redirai ce que j'ai déjà dit. Cette affaire est une affaire très grave et il faut mettre toutes les précautions qui sont nécessaires. On peut comprendre, et c'est tout à fait normal, que les parties prenantes, et notamment la famille de Martinez Zogo, s'impatiente, c'est tout à fait normal, parce que elle est en première ligne. Un de ces éléments a été tué, et l'élément de l'assassinat est un élément objectif qui de toutes les manières ne peut pas disparaître dans la gestion de l'enquête. Les choses sont évolutives. Il faut se dire qu'une telle affaire ne peut pas se déployer, même dans cette phase de l'instruction, sans des pressions. Parce que manifestement, il y a des groupes de pression et des groupes d'intérêt qui tentent de peser sur la conduite de la procédure. Et la prudence, d'ailleurs, part même du départ, parce que les conditions dans lesquelles l'enquête est ouverte montrent que les plus hautes autorités de l'État ont pris conscience de ce que c'est une affaire beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Et qu'il faut donc prendre tout le temps nécessaire pour reconstituer la vérité. D'autant plus que les implications politiques sont multiples. Et il faut donc gérer ça avec beaucoup de prudence. Je dirais que cette affaire est effectivement spéciale, ce qui n'enlève rien sur le caractère scandaleux des autres crimes qui ont été évoqués. Parce que dans ces autres crimes, peut-être la centralité de la sécurité nationale n'était pas aussi importante. Ces crimes pouvaient éventuellement impliquer des groupes d'intérêt formés à partir de réseaux inscrits dans l'État, sans pour autant que la sécurité nationale soit exposée au premier plan. Il y a donc beaucoup de prudence à avoir dans ce qui se passe. Mais pour terminer, je dirais à M. Niemek qu'il faut faire très attention. Il y a des situations où l'état de droit et la raison d'État se rencontrent. Donc, même s'il peut y avoir des appréhensions, ne soyons pas surpris, malgré ces appréhensions, que la procédure avance et arrive là où les citoyens camerounais de toutes parts veulent qu'elle arrive, c'est-à-dire la justice. Pour Martinez. Et je crois que la configuration de la situation nous y conduira, parce qu'il y a des implications aussi pour le cas où on n'arriverait pas à régler l'affaire. Ça a des implications. Je vous ai dit
Et c'est ressenti comme ça à différents niveaux de l'État que cette affaire est très grave. Et que même la gestion de ces implications peut confronter notre pays à des choses graves. Et évidemment, les plus hautes autorités de l'État sont attentives à tout cela. Justice pour Martinez Zogo, on n'a pas arrêté de le dire et de le redire, même si pour certains c'est pas important, mais monsieur N'Djamène a abordé un pan qui malheureusement me parle à moi. Les hommes de médias sont quand même une part importante dans le fonctionnement d'un État, et lorsqu'on assassine un homme de médias de cette manière, on est obligé en tant qu'homme de médias de se sentir. Oui, peut-être, je suis pas allé jusqu'au bout de ma préoccupation, monsieur Niemek. Pourquoi est-ce que vous me sautez au cou directement, même si je reviens donc avec vous. Je ne vous saute pas au cou. Je crains de n'avoir. Ça, c'est après l'émission. Je crains de n'avoir. Non. Je voulais ouvrir. De n'avoir pas été bien compris. Puisqu'en citant des assassinats, j'ai cité Bibi Ngota, qui est homme de médias. Ça veut dire qu'on ne m'a pas compris. Ah non, vous n'avez pas compris également là où je partais. Oui. Je n'étais pas en train de vouloir dire que vous ne vous sentez pas concerné en tant que média. Je voulais revenir sur le fait qu'on ait justement passé beaucoup de temps ces derniers jours à interpeller les hommes de médias, les directeurs de publication. Ils sont très nombreux à avoir été interpellés. À un moment donné, beaucoup ont fini par se dire qu'il y a une sorte aussi de pression qu'on essaie de mettre sur la presse. Et du coup, on a envie de questionner le pourquoi de cette réalité-là. C'était ça ma préoccupation. Non, je vais faire une bifurcation. D'accord, bifurquer. Je dis, en prenant appui même sur la chute du professeur Mathias Eric Onangini, que la justice sera faite pour Martinez Zogo. Mais ce sera un épiphénomène, ce sera une conséquence d'autre chose. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas d'accord avec ce propos. Mais c'est ce que je dis. On ne peut pas parler d'épiphénomène. Je dis que pour un problème, nous sont impliqués les services vitaux. Donc il veut dire que la justice pour Martinez Zogo est moins importante que ce que ça cache. Monsieur N'Djamène est un inconditionnel du rejet. Il dit la chose que je dis sans s'en rendre compte. Non. Il dit que les services de sécurité sont impliqués au plus haut niveau. Ça veut dire que ce qui préoccupe le plus haut niveau, c'est la sécurité de l'État. Parler d'épiphénomène, pourquoi? Alors, qu'on résolve dans le passage pour la sécurité de l'État la question de qui a assassiné Martinez Zogo, ce sera un moment du problème central. Mais ça sera un moment important pour la population, parce que la population s'intéresse à qui a assassiné Martinez Zogo. Je veux dire que caché derrière. L'État du Cameroun ne se préoccupe pas, ça je l'ai dit, de qui assassine qui. Et c'est pour ça que je donnais des exemples. Je vous ai donné un exemple illustratif de Monseigneur Bala, assassiné atrocement. Si on avait un État qui avait pour souci de démêler à chaque fois pour le bien de la population, j'aime vous dire que toute l'église catholique était en émoi. Et je crois que c'est l'église la plus puissante du Cameroun jusqu'à présent. Que les populations... Bala avait aussi une famille, hein, ainsi de suite. Mais ce n'était pas la préoccupation. Si en ce temps-là, pour que je me fasse donc bien comprendre, on avait dit que c'est la DGRE qui a été mobilisée pour assassiner Bala. Aujourd'hui, nous saurions qui a assassiné Bala, mais en vue de découvrir ce qui se passe dans la sécurité de l'État. Je crois que dès qu'on a compris cela, je ne dois plus faire beaucoup. Rapidement, madame, rapidement. Il y a un malentendu sur la question de l'implication. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être très prudent dans l'analyse de la situation. L'implication peut être matérielle. C'est-à-dire des agents et cadres de ce service de contre-espionnage sont mobilisés sans que des ordres partant de cette structure aient été pris. Mais ils sont mobilisés par des réseaux d'intérêt privés qui vont les instrumentaliser. L'implication peut être organique. Ça veut dire qu'il y a donc un ordre. Il faut donc déterminer qui aurait donné l'ordre pour que ça se passe. L'implication peut être stratégique, c'est-à-dire c'est même encore un niveau plus grave. Donc il faut donc établir dans quelles conditions cette implication s'est faite, parce qu'on est au moins sûr de l'implication factuelle. C'est clair. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut dire
que c'est un crime d'État ou c'est pas un crime d'État. Il ne faut pas aller. Ça peut aussi être un crime de l'État. Je voudrais, avec votre permission, ajouter un élément qu'on a négligé sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on a Il y a négligé? la vie interne de la DGRE. On sait bien que M. Léopold Maxime Ekoeko avait pour adjoint, entre guillemets, M. le lieutenant-colonel Danoué, qui à un moment donné ne le portait plus dans son cœur. Comment vous le savez? Parce que, Comment vous le savez? Déjà, il était adjoint. directeur des opérations. Voilà, c'est mieux. Oui. Bon, c'est je mieux. dis que c'est la voie royale pour remplacer l'autre. Ouais. Maintenant, il a été démis, entre guillemets, il a été déplacé au profit d'un certain James Elon Lobé, qui est devenu, il est policier, commissaire, qui chaperonne, donc désormais, quand il est toujours là d'ailleurs, le colonel Danoué. Ça veut donc dire que les deux hommes déjà, qui étaient sous les ordres de Maxime Ekoeko, ne se portaient pas une amitié particulière, cordiale, si j'ose dire. Vous nous Monsieur avez vous imaginez votre subjectivité là? Non, je suis en train de faire non, attendez, il y a un lien. Parce que si les services dysfonctionnent... Comment vous avez cette information qu'ils ne se portaient Vous êtes journaliste, vous êtes censé quand même savoir, avoir des échos, des analyses de part et d'autre. Vous êtes au courant quand même des analyses qui viennent Non, de partout. j'évite d'être au courant. Non, c'est pour démontrer que si au niveau intérieur, il y a un dysfonctionnement... Quoi, un règlement de compte, c'est Personne-là, décrire. évidemment, plutôt que de servir l'État, ils auront peut-être tendance à servir les intérêts, non seulement à servir les comptes, mais à servir les intérêts privés. Parce que s'il y a une... Pour déstabiliser armée, l'État. pourquoi pas? En tout cas, l'enquête nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas négliger le fait que, au sein de l'état-major de la DGRE, qu'il y a eu des querelles intestines, de rivalité. Parce que qui vous dit que M. Darwin n'était pas frustré du fait que monsieur James Lobin, Elon Lobin, soit passé devant lui? Qui vous le dit? Je reste avec vous. Qui vous dit le milieu professionnel, parce que je suppose que c'est un milieu professionnel, on vit ces réalités chaque jour. Alors s'il fallait tuer tout le monde, parce qu'on a mis sur votre tête un moins intéressant que vous, ou un moins compétent que vous, on va travailler mieux. On va tuer tout le monde et les conséquences de ces faits pour les services de l'État. Le service du contre-espionnage ne peut pas tolérer qu'il y ait une vocation autre que celle de fournir des renseignements au chef de l'État. Alors maintenant, l'affaire qui implique à la fois les civils et les militaires, les policiers, moi, m'interpelle. Dans le sens que, quelle est la mission essentielle de la DGRE? Mais, visiblement dans cette affaire, la mission a été dévoyée. Puisque aujourd'hui les deux mises en examen. Combien de Camerounais connaissaient la DGRE avant la... Peu importe, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais on, vraiment, le débat, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de ce n'est pas le débat. Au quotidien. Le débat, c'est qu'on en arrive là. La DGRE ne vous sert à rien au quotidien. Non, non, ça donc, vous ne vous préoccupez pas. Ça, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, on a un crime odieux qui est peut-être un crime de faire valoir. Un crime par expiation. Peut-être que Martinez Ogo subit la lutte intestine, on n'en sait rien. Mais si on ne remonte pas les fils de l'affaire, à savoir qu'au sein... Non, mais attendez. C'est ça, remontrer le fil de l'affaire pour que tout le monde se sente tranquille au Cameroun. Non, mais pour que la justice soit faite et que, enfin, que les coupables ou les reconnus coupables aient le droit de se pourvoir en cassation ou éventuellement pourquoi vous êtes pressé d'attendre une sorte de cassation? Vous êtes tellement sûr que ceux qui sont déjà interpellés pourront sortir parce qu'ils sont innocents? Non, c'est prévenu? Pour l'instant, tout le monde est présumé innocent. Il n'y a pas encore de procès. Vous avez répété tellement cassation que j'ai fini par me dire que c'est tout ce que vous attendez. Maintenant, le problème, c'est que il y a une lenteur qui me paraît un peu suspecte. On a commencé avec le premier juge d'instruction. Il y a quand même assez d'éléments palpables pour engager un procès. De quoi a-t-on peur? Monsieur on a un second juge d'instruction. Ces éléments palpables. Quels éléments? Qui sont palpables pour engager le procès. Mais monsieur le colonel Danoué a fait des... Qui est le colonel Danoué dans cette affaire? Pour que les opérations... Il a dit quelque chose dont on dit d'autres choses. Donc, on a remis en cause ce qu'il a dit? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? Je dis qu'on a remis en cause. Je dis qu'on a remis en cause. Il a dit
a été remis en cause par ses vis-à-vis. Il dit qu'il l'a enlevé. Il était missionné pour ça. Par qui? Il a dit avoir été missionné par qui? Il a été missionné pour enlever et pour torturer, mais pourquoi vous assassiner. Non, pourquoi vous êtes... Non, mais il a été posé des questions qui n'ont pas... Il a été mis en œuvre par qui? Mais réécoutez la vidéo. Boling a dit, je n'ai jamais mis ce monsieur en mission. Voilà. Ça fait la contradiction. Il y a un procès, justement. Mais on ne peut donc pas encore avoir mis sur pied... Le retard, c'est parce qu'on a nommé un second juge d'instruction. Donc ça bloque les choses, effectivement. Il faut exploiter ces aveux-là. Je pense pour le bien de la justice qu'il ne faut pas avoir en arrière-plan les coupables de cette affaire. Non. Qui a dit ça? Qui a évoqué ça? Personne. Je dis qu'il ne faut pas. Il y a des présumés. Parce que ce procès pourrait nous révéler des choses que nous n'imaginons pas. Mais c'est ce qu'on dit. Mais il faut donc éviter de dire, par exemple, colonel Dangoué a dit. Moi, il a dit, c'est que je vois l'individu comme il a dit ou pas? Il s'est précipité à parler. Il a dit ou pas? Il a dit, ces dires ne valent rien. Ce n'est pas un homme. On ne peut pas dire que. Pourquoi le dites-vous? Je dis que ce sont ces dires. Mais oui. S'ils étaient donc des dires définitifs, on n'en serait plus là. Non, on les exploite, cher monsieur. Voilà. Ils ont dit, il a dit quelque chose. Nous sommes donc dans. On dit que ça ne veut rien dire. Non, nous sommes dans la procédure d'exploitation de ces dires. Parce que par le passé, on n'a pas dit que colonel Dangoué était un exemple de moralité. S'il était un exemple de moralité, on se mettrait pas. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui remettraient de manière incontestable qui tue les dires de M. est certainement aussi quelqu'un qui ment. Dangoué est probablement dans la supputation. Non, c'est une logique qui ont été faits. C'est pas la reine des preuves. Concernant ce que vous dites, allons-y au procès. Je n'ai pas dit que c'était. J'ai dit si vous n'avez pas suivi malheureusement. La bande est là, j'ai dit si. Mais justement, on envoie au procès. Benjamin est pressé. Assez d'éléments. Non, vous n'êtes pas le seul à vouloir ce procès, mais seulement on est obligé de suivre le rythme que nous impose la justice. Monsieur Raphaël Ndougou, pour voir le bout du tunnel dans cette affaire qui apparemment a tellement de méandres que pour les démêler, il faut s'armer de patience aussi, peut-être quelque part. Première chose, la justice divine a tranché sur l'affaire de Jean-Marie Benoît Bala, Monseigneur, de regretter mémoire. Parce que certains sont déjà morts, ce qui a été présumé. Parce que chez eux là-bas, quand il s'agit... Il y a aussi la présomption chez Dieu. Non, il n'y a pas de présomption chez Dieu. Je dis que, Dieu sait. Je dis que quand les prêtres et évêques ont prié pour dire que celui qui a fait ça, tant pis pour lui. Et effectivement, c'est ce que je relève tout à l'heure. Donc, nous avons nos enquêtes ici qui n'aboutissent pas souvent. Maintenant, on peut prendre le temps qu'on prend et puis au moment donné, on peut oublier. Ce qui fait même là, ce qui se passe actuellement, c'est parce que le corps de Martinez est encore à la mort. Hein. Je vous assure que si Martinez avait déjà été enterré, peut-être qu'on allait même oublier cette affaire. Et puis maintenant, on regarde, moi je l'ai dit tout à l'heure, le colonel Dangoué a fait des déclarations. Il a dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qui l'a envoyé ou non, on ne sait pas. Maintenant, en dehors de la personne à mobiliser qu'il avait cité, est-ce que vous pensez que ça se limite seulement à ce niveau-là? Moi, je vois plutôt, je vous ai dit qu'on regarde des dénonciations, des dossiers que Martinez avait. Vous avez suivi certains journalistes faire des sorties, qui des influencés et tout et tout. On regarde des informations que Martinez avait. Et vous vous souvenez que Martinez a écrit à la présidente d'un coup d'appel, je crois que c'est une dame, la présidente d'un coup d'appel du centre, en mettant en copie le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Je crois que ce document-là doit être sur la toile. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver. Et en donnant les numéros de marché et tout et tout et tout. On peut donc se dire que, vu de cet angle-là, ça veut dire que si même les éléments qui sont incriminés aujourd'hui, ou alors qui sont mis sous mandat de dépôt, avaient exécuté, qu'on nous dise véritablement qui avait envoyé ces gens. Et tout à l'heure, les commanditaires. M. a posé la question, est-ce qu'on avait vraiment besoin ou de filer Martinez ou bien de sortir des vidéos et tout ça là pour l'assassiner? Ça veut dire que cette affaire-là, au-delà de Martinez, c'est une grosse affaire, peut-être même de règlement de compte au haut niveau. Parce que vous savez bien que la DGR, lorsque la DGR fait ses notes d'information, ça tombe généralement sur la table du président de la République.
Qui n'aime pas qui? En principe, j'aime bien ça. Oui, oui, en principe, comme vous dites. Et vous savez qu'il y a une autre personnalité qui peut également les recevoir avant le président de la République. Vous avez raison. Alors, à ce niveau-là, donc, vous vous rendez donc compte que les personnalités au haut niveau, les groupes, si vous voulez, les forces en présence aujourd'hui, c'est-à-dire que qui se forment, parce qu'on sait que de toutes les façons, qu'on le veut ou non, le président de la République a pris l'âge. Les gens sont en train de se former des petits groupes pour pouvoir attaquer le moment venu. Donc, à ce niveau-là, je peux être d'accord avec M. Nyema qui dit que ce n'était pas pour banaliser l'assassinat de Martinez. Mais, justement, est-ce que vous croyez, nous croyons tous que l'affaire de Martinez, véritablement, c'est ça que l'enquête, si vous voulez, c'est le résultat de l'enquête qu'on veut, parce qu'en principe, il y a d'autres choses qui sont cachées. Même les juges à qui on confie ce dossier, ces jeunes gens-là même, peut-être ils perdent même le sommeil. C'est pas facile, Rosalie, de traiter un tel problème, parce que vous allez recevoir les coups de fil à gauche et les coups de fil à droite. Donc je vous assure que nous, ce que nous on veut, qu'on nous dise que véritablement, voici ce qui a été fait, voici celui qui a commandité. Et le reste qu'il continue à tirer en silence comme il faisait avant. Nous, on n'aura pas de problème. Tout ce que nous, on veut savoir, c'est qui a tué Martinez Zogo, qui sont les commanditaires, pourquoi. Bon, maintenant, tout ce qui est secret restera secret, on vous laissera tranquille et nous, on va continuer à exercer notre métier en sécurité. Parce que dans la tête aussi, il y a l'inquiétude. Hein. Peut-être un matin, je peux aussi démarrer ma voiture là et après, bam, ça devient autre chose. Vous pensez que l'affaire de Martinez Zogo va aboutir? C'est Nada Bruno qui nous écrit depuis Malabo ce matin. Rosalie, bonjour et bonjour à tout le plateau et aux multiples téléspectateurs d'Info TV. Malgré toutes les analyses, on a plus peur que ce soit une politique d'usure pour que le public s'élasse. Justice pour Martinez Zogo, on continuera à le dire. Achille Toukam depuis Fumbot. Bonjour Madame Rosalie et bonjour à votre panel. D'accord. Vous êtes très belle, truc. Bonjour le plateau. Martinez, est-ce que le corps de Martinez existe encore? Qui sont les coupables? Les résultats de l'autopsie sont déjà disponibles. Erwin Bellinga depuis Foulan qui aligne aussi sa multitude de questions. Bonjour les panélistes, bonjour Madame Guessele, ça fait longtemps. Votre blanc écart. D'accord. Bon, pour l'affaire Zogo aussi, notre exécutif fait du dilatoire. Vous pensez que jusqu'à ce stade de l'enquête, on ignore qui sont les meurtriers. On connaît le complice, mais pas l'auteur principal. N'embrouillons pas les gens. Nous tous, nous savons déjà que cette enquête est bloquée et ce n'est pas nouveau au Cameroun. C'est Herman depuis Odia. On va sortir du pays, on va en Italie. Bonjour Rosalie et au panel, chapeau à Blériot pour ses analyses. Mais contrairement à lui, je crois que je vais continuer à emprunter le prénom de M. Massok jusqu'à preuve du contraire. M. Biya peut trouver des solutions à sa sécurité sans s'en prendre aux vrais coupables dans cette affaire. On juge une affaire de cette envergure en donnant l'impression que tout est secret. Les médias ne sont pas informés, ne sont informés de rien et vous croyez qu'ils veulent rendre justice. Je me prénomme Thomas jusqu'à ce que cette justice me prouve que j'avais tort. C'est Thomas Ndobo depuis Firara en Italie. Bonjour le plateau et bon dimanche. Je suis d'accord avec le président Diamène, contrairement à M. Niemek. L'émotion qu'a suscité la mort de Martinez n'est pas par rapport à sa personne ou sa fonction. Moi, et comme la plupart des Camerounais, je suis convaincu que ce traitement inhumain qu'a subi ce citoyen, la France nous parle aujourd'hui. Il faut ouvrir les oreilles. El Hadj Maïriga Ibrahim qui nous écrit: bonjour la princesse du micro et à ton riche panel. Justice pour Martinez Zogo. Je suis tranquille depuis que Amougoué est en prison, alias manipulateur. Le seul RDPC qui est encore honnête, félicitations Ndougou. Monsieur le directeur des ressources humaines, le bas peuple sera quoi sans vous? Voilà. Autre réaction, bonjour, je suis Mbouni Achille depuis le Mbamekim. Merci de l'analyse de l'assassinat de Martinez. Il faut savoir que l'implication du chef de l'État pour rechercher la vérité a été très déterminante. Si cela avait été aussi le cas pour Monseigneur Mbala, on aura su finalement la vérité. Malheureusement, on avait observé comme s'il y avait un bras de fer entre le clergé et l'État. Or, si peut-être on avait traité le cas de Monseigneur de la même manière que Martinez, on aurait sûrement tué le poussin
dans l'œuf. Cela aurait réduit les esprits. On ne serait pas arrivé au cas Martinez. Moi, je pense que les mêmes moyens avaient été utilisés pour le cas de Monseigneur. Autre réaction. Bonjour madame, s'il vous plaît, monsieur Ndiamé n'est pas seul sur le plateau. Bon dimanche à vous. Jusqu'ici, il n'a pas dit le contraire. Hein? D'accord, merci beaucoup. Il y a les talibans Me dit que la beauté veut ma mort. Je vais pas mourir. 251, je ne sais pas trop de quel côté. Bonjour Maman Rosalie, très bonne émission. S'il vous plaît Maman Rosalie, dites à monsieur Niémé que l'avocat Maître Tchunganga a parlé des dépannages. Comment lui peut dire que Amougou Belinga ne connaît pas le colonel Merlin Feuze depuis Addis Abeba? D'accord, il s'est positionné. Je crois qu'il n'a pas dit ici que... il n'a pas dit, hein? Il n'a pas parlé du bateau. Ah non, il n'a pas dit que Amougou Belinga ne connaît pas Daoui. Amougou Belinga ne connaît pas qui est au Cameroun. Qui ne connaît pas Amougou Belinga non plus? L'État ne veut pas que l'enquête avance ni aboutisse. L'État sait qui a assassiné Monseigneur Mbala. Il sait aussi qui a assassiné Martinez. Le temps mis depuis l'assassinat de Zogo est largement suffisant pour le procès. Les contorsions ont commencé avec la qualification du crime, disent la position de l'État. Les mises en cause dont les noms ont été et qui ne sont ni convoqués ni entendus indiquent ce qui bloque l'affaire. Le patriarche Bilo Haïssi qui nous écrit: n'est pas exclu qu'un vice de forme vienne mettre fin à ce procès, perquisition sans mandat par exemple, et tous les camps seront satisfaits. C'est un plaisir de vous lire ce matin, patriarche. Bonjour Rosalie, s'il te plaît, une question pour le professeur Wonangini. En 2016, il a dit sur le plateau d'une télévision qu'il est un seigneur. Est-ce qu'il a toujours un seigneur comme il a prétendu? Il n'est pas obligé de répondre, mais s'il le veut, il le fera tout à l'heure. Bonjour madame. Un seigneur est toujours un seigneur. D'accord, donc il est resté seigneur. Bonjour madame. Cette affaire a été orientée depuis le début. On avait compris que les enquêteurs avaient un coupable désigné qui était Amougou Belinga. Tout était mis en œuvre pour l'humilier avec des orientations de règlement de compte et des jalousies, sur quoi se fonde Wonangini pour estimer que quelqu'un a utilisé son pouvoir financier sur cette affaire. Là également, il n'a pas dit. Il incarne là le symbole. Non, ça aussi, il n'a pas dit. Donc, du coup, monsieur Atangana, si vous avez un règlement de compte, malheureusement, je vais m'arrêter là. Bonjour, courage, Rosalie. Nous sommes en face. Ah, d'accord, il est en train de regarder Libre Expression. 30 photos de moi. Merci beaucoup. Courage au professeur Eric Wonangini. Bonne analyse politique. Merci pour cette émission. 352, c'est le Luxembourg. On va rendre public. Salut Rosalie, très beau panel ce dimanche. Vivement que justice soit faite pour Martinez. Peu importe le temps que ça prendra, on ne lâchera pas prise. Et on espère qu'on arrivera à nous livrer les assassins et commanditaires de cet horrible assassinat. Un grand bonjour à mon pape, le sage Pierre Blériot-Niemek. C'est son fils, Lorraine, depuis le Luxembourg. Ndiamé ne peut pas se soustraire de son tribalisme congénital. Il a une haine sévère contre Amougou Belinga parce que Vision 4 a anéanti tous les projets orduriers portés par le MRC en 2018. Je crois que M. Atangana, je vais l'esquiver dorénavant. Hein. Oh là là. Bonjour, sauf qu'il réussit à traverser, je ne sais pas comment il fait. Bonjour, chers panélistes, Rosalie. Bon. On va lire également ceux qui parlent par SMS. Madame la modératrice de l'heure, la seule qui restera moderne et exemplaire lorsque tous les autres journalistes seront corrompus et perdus dans la scène médiatique. S'il vous plaît, madame, je souffre pour cause de chômage. Donc, pendant qu'on parle des gens qui ont tué, non pas tué, on n'a même pas le travail. Mais nous, on compte sur toi. Reste comme tu es, nous on te suit partout, grand soir, le débat, tout on est là. Surtout madame, ne changez pas, restez tel que vous êtes, incorruptible, loyal, charismatique. Je m'incline, je préfère laisser tout le reste. Hein. Bonjour les dinosaures du micro, je suis Zé-Luc Rostand depuis Belabo. L'affaire Martinez-Zogo est exactement comme le film Icar. I comme Icar. Ouais, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a dit Icar. I comme Icar. Quand on veut se rapprocher de la vérité, on finit par en mourir.
surtout quand les hautes autorités de la République sont impliquées. Je vous remercie. Bonjour et bon dimanche à votre panel. Justice pour Martinez Zogo, c'est tout ce qu'on réclame. Patrice depuis Tropicana. Bonjour chère madame, moi je me pose une question. Pourquoi on n'a jamais dévoilé le lieu du crime et les éléments matériels qui ont contribué à la torture et à la mutilation du corps de Martinez? Il faut aussi relever que si Martinez savait que son contrat allait lui coûter la vie, il n'aurait pas signé ce contrat. De quel contrat parle-t-on? Bonjour et bon dimanche. Monsieur Niamek devrait stopper d'étouffer Monsieur Ndiamen pour la bonne compréhension du débat. Jusqu'ici, très alléchant et cultivant. Merci beaucoup. Bonjour mademoiselle Rosalie et bonjour particulier à mon ancien professeur Mathias Owonanguini. L'affaire Martinez reste un mystère. Espérons avoir gain de cause. Le Saint-Esprit n'aura pas agi comme pour Monseigneur Bala et dit depuis une Cotin. Bonjour Info TV. L'affaire Martinez n'aura jamais de fin. C'est pas nouveau au Cameroun. Je pourrais pas lire tout le monde. Vous allez me pardonner. Bonjour le plateau. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Tout prouve que notre président et même certains membres du gouvernement, si la DGE est déjà devenue ouanière, on s'attend à tout. Merci. C'est Eric du vrai RDPC. Il y a un faux. Apparemment, il y a un faux RDPC. Je vous propose une petite transition et puis on se retrouve. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand... j'allais dire libre expression. Tous les dimanches, entre 11h30 et 13h30, vous avez l'occasion de faire le round-up de l'actualité et un meuble établi tout au long de la semaine. Et tout à l'heure, on parlait de l'affaire Martinez Zogo. On va clôturer en rappelant justice pour Martinez Zogo. C'est tout ce que le peuple attend. Et vivement que les coupables et les commanditaires soient connus de tous pour que chacun puisse retrouver un rythme de vie un peu plus normal. Mais pour l'instant, on va à présent s'intéresser à la dépense de l'État au Cameroun. Il y a quelques jours, on a appris qu'une grande autorité, là je démarre avec vous, je le disais à l'entame de l'émission, de ce pays voulait faire des réflexions sur la maison de fonction, je préfère le dire ainsi, à hauteur de 2 milliards, en demandant également 120 millions pour son véhicule. Ce qui a suscité une grosse émotion quand même au sein de l'opinion publique qui se demandait, on dit que nous souffrons, que la vie est chère, il faut être résilient. On attache la ceinture au point où on n'arrive même plus à... On a mal les trous tous les jours. Et entre-temps, on a quand même des gens qui ont les hautes responsabilités, qui nous dirigent, qui peuvent s'offrir des voitures à 120 millions et des réflexions à 2 milliards. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, professeur Owonanguini, que le train de vie de l'État, c'est une priorité, ils doivent vivre à 100 à l'heure et c'est le peuple qui doit payer le loup tribut pour qu'on puisse s'en sortir de notre situation très compliquée en termes d'économie? Madame, plusieurs choses. Première chose, tout État a à sa disposition un appareil. Il n'y a pas d'appareil étatique sans appareil. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout État se met en scène et met en scène la souveraineté. Voilà pourquoi, aux plus hautes fonctions étatiques, on attache un certain standing. Les mêmes Camerounais qui se plaignent, et ils peuvent se plaindre dans un certain nombre de cas, pour de bonnes raisons, sont les mêmes Camerounais qui, chaque fois que le standing de l'État est en question, se plaignent.
Je vais vous prendre un exemple. Lors d'une célébration de la fête nationale, vous savez que le chef de l'État utilise plusieurs véhicules. Et il y a un des véhicules qui est tombé en panne. Mais la polémique qui s'en est suivie chez les Camerounais était très très violente. L'année d'après, l'autorité qu'est le chef de l'État a tiré les leçons et est venue avec un véhicule flambant neuf. Les mêmes Camerounais qui avaient décrié la précarité exprimée par le fait qu'un véhicule du chef de l'État tombe en panne en pleine célébration de la fête nationale se sont plaints. Ça veut dire que on peut, à juste raison, faire un débat sur la manière dont on utilise l'argent public. Il faut l'utiliser avec une certaine qualité et une certaine rigueur. Mais en même temps, il faut savoir qu'un État a toujours un standing. Sur le véhicule, mais les prix qui sont pratiqués pour l'ordre de ces véhicules de représentation, ce n'est en rien scandaleux. Je connais quelqu'un qui est dans une émission, dans une radio, a voulu me prendre en partie parce que je tenais à peu près le même propos que je tiens. Et quand il cite la France, il cite des véhicules de l'ordre de 150 000 euros. Mais j'ai dit, mais il parle de quoi? Qu'ils convertissent dans les 150 000 euros en francs CFA pour voir ce que ça fait. Le président du Conseil économique et social a droit tout à fait à un standing pour le véhicule. Maintenant, sur la question de la résidence de fonction, elle doit être refaite si elle doit être refaite. Maintenant, il faut savoir quels sont les prix généralement pratiqués pour des résidences de ce statut. C'est peut-être là où le débat peut s'orienter. Mais dans le principe, moi je ne vois pas de problème à ce qu'une résidence de fonction soit refaite. Parce qu'une résidence de fonction n'est pas une résidence privée. Un professeur Onan bien particulier. Professeur Onan vous savez, c'est pas là le débat. Non, c'est pas là le débat. Personne ne contre le fait. Responsable de ce pays certains font comme si. On ne met pas en cause. Laissez-moi parler, vous aurez le temps de parler. Certains font comme si la résidence de fonction du président du Conseil économique et social sera rétrocédée à M. Ayan Luc. Attendez la rétrocession pour engager la polémique. Maintenant, sur le débat de la résidence de fonction et du prix de sa réfection, ça va dépendre, si vous avez des éléments concernant les ordres de prix qu'on utilise dans ce genre d'affaires pour dire que le montant qui a été fixé est scandaleux, là on reviendra débattre. Donc vous êtes en train de nous informer qu'il y aurait des prix adaptés pour ce genre de construction et d'autres prix pour la construction au Cameroun. La maison, je trouve le sable au ciel et pour cette maison on va trouver le sable à la maison d'une haute autorité, l'État de ce niveau ne se fait pas à n'importe quel prix. Vous avez vu, on a refait la résidence de fonction du Sénat, qui a en fait un standing de type présidentiel. Pourtant, ils n'ont toujours pas de ça, c'est notre problème. Mais ils peuvent quand même investir pour... oui, mais il faut bien une résidence de fonction au président du Sénat. Le débat n'est pas là. Ne vous dites pas que le débat n'est pas là. Il ne faut pas faire des polémiques. Le débat n'est pas. Je reviens à vous. Je permets à M. Célestin Djamène. Le débat, j'imagine, aujourd'hui, cette thématique sur la réduction du train de vie de l'État tire sa source des dépenses somptuaires allouées à la résidence de M. Luc Ayan. Pas seulement, entre autres. Disons que c'est ce qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Bien sûr. Le budget du Conseil économique et social, c'est 1,9 milliard. Comment se fait-il, si je m'en tiens au communiqué qu'on a lu, que les dépenses allouées à ce renouvellement de résidence soient plus importantes que le budget de l'institution? Première chose. La question, ce n'est pas l'apparat. Nous sommes très bien d'accord que l'État, c'est un peu un mythe. C'est une question de prestige.
Mais la parole ne veut pas dire nécessairement gabegie. Là, nous sommes d'accord. Parce que là, dans le cas d'espèce, Nous sommes et d'accord. c'est la raison pour laquelle je dis toujours, il faut contextualiser. C'est très important, Rosalie. Parce que si on ne contextualise C'est pas, valable pour et votre là, propre les débats analyse. deviennent interminables. Donc, je suis en train C'est de valable sur pour le votre cas propre d'espèce, analyse. on pourrait prolonger sur les voitures, les Dom Pérignon, les Ruinards, pour les fêtes de fin d'année, qui se montent à plus d'1 milliard. C'est absolument indécent et insupportable. Il faut être à l'écoute du peuple. Moi, je suis à l'écoute du peuple. Faut pas dire que les gens supputent, les gens... Non, les gens ont des raisons de supputer. Ils sont dans la merde, le champagne, c'est pour certains, et l'eau potable, d'autres n'en ont même pas. Donc, il faut être à l'écoute du peuple. Je redis ici qu'il est tout à fait anormal et incongru que les dépenses somptuaires pour la résidence d'une institution moribonde. Parce qu'en vérité, le Conseil économique et social ne nous sert à rien. Vraiment à rien du tout. Alors, quand vous imaginez la construction d'une résidence pour ce monsieur qui a... La réflexion. La réflexion. Ce n'est même pas la construction, c'est ce qui est encore Merci grave. pour la précision, c'est encore pire. Pour un monsieur qui est là depuis 40 ans, Luc Ayan, une institution, il est réduit, il est le seul membre de son institution, ou presque le seul. On lui donne 2 milliards pour la réflexion. Mais c'est absolument scandaleux, c'est ignoble. Et vous imaginez que le peuple doit croiser les bras et boire les paroles de ce genre? Non, ce n'est pas possible. Si nous ne sommes plus à l'écoute du peuple, ça veut dire que nous ne sommes pas dignes de la parole publique. Moi, j'estime que je suis un acteur public. Et dans ce cas-là, on ne peut pas piétiner les angoisses du peuple. Moi, je dis que ce sujet nous permet de mettre en relief d'autres pans de la réduction du train d'État. Parce qu'en vérité, c'est la maîtrise des finances publiques. Parce que pourquoi est-ce qu'on veut réduire? C'est pour réinvestir quelque part, pour améliorer les conditions de vie des populations. Et quand vous mettez ça de côté, vous allez ajouter l'effet cumulé de l'inflation. Les gens se plaignent sur le marché. Vous êtes Rosalie, quelqu'un aussi, une femme du peuple, vous allez souvent sur le marché, vous voyez le prix des choses. Vous voyez le pouvoir d'achat qui baisse tous les jours. Les bas salaires qui bloquent la croissance économique. Mais comment peut-on penser un seul instant que pour les fêtes de fin d'année, on puisse dépenser plus d'1 milliard pour du vin, pour la boisson uniquement? Et là, le scandale de plus, c'est comme pour l'affaire Martinez Zogo, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, il faut arrêter avec ça. Nous sommes quand même un pays où les gens sont dans la civilisation. Pour emprunter l'expression de professeur Onanguini, là, nous franchissons un pas vers la décivilisation. Et ce n'est pas normal. Il faut simplement dire aujourd'hui que si le peuple ne s'indigne plus, alors là, on n'est plus dans un état où les relations humaines soient à un niveau acceptable. Donc moi je dis que il faut déjà supprimer cette institution qui ne nous apporte rien du tout. Il faut, évidemment, c'est valable aussi pour les voitures de fonction. On ne peut pas habiter à 200 mètres de son travail et prendre une Land Cruiser pour aller au travail. C'est du carburant, et c'est les bancs de carburant partout, et c'est les voitures qui coûtent plus de 120 millions. C'est indécent. Le Burkina Faso, il y a 4 jours, a réduit de manière assez radicale le train de vie de l'État. On a placé là-bas à des véhicules. Non, ils ont épargné 500 millions, ça n'est pas rien. Non, moi je parle le pourcentage. Je Oui. pas donné le Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des poches où on peut facilement réduire le train de vie de l'État. Imaginez-vous par exemple, avec l'initiative PPTE, c'est au moins 1420 milliards de francs CFA qu'on a récolté. On pouvait le recycler dans l'agriculture, par exemple. Pour la mécanisation des outils agricoles, les jeunes qui viennent faire du benskin à Douala et à Yaoundé, on pourrait les mettre dans le petit lopin de terre et qu'ils fassent l'agriculture et qu'ils s'en sortent. Combien d'un les benskineurs? C'est même pas 5 000 francs par jour, à peine 5 000 francs. Vous pensez qu'avec les milliards qui sont mis dans les voitures de sanctuaires, dans les voitures de luxe, ça nous sert à quoi? À rien du tout. Partir les foulanes à Damas, on ne va pas prendre quand même une Land Cruiser de 120 milliards, de 120 millions. D'accord. Hein? Il y a un problème d'éthique. Si la politique... On va prendre un benskin alors. Il y a des voitures quand même assez potables qui coûtent moins de 120 millions, mon cher professeur. Donc, c'est quand même raisonnable. Non, je suis pour l'appareil de l'État.
Mais l'apparence, ce n'est pas les dépenses folles. Non plus. Pierre Blériot-Niemek, est-ce que c'est pas justement le grand écart qu'il y a entre le rythme de vie de ceux qui dirigent et le peuple qui est dirigé? On est tous d'accord que lorsqu'on a des responsabilités, l'article 2 doit être appliqué. On a droit à un certain confort qui va avec. Mais lorsqu'on occupe ces responsabilités et que l'écart entre notre quotidien, notre fonctionnement et les gens qu'on est censé administrer peut justifier quand même le malaise que ce genre de montant crée au sein de l'opinion publique. Le problème est mal posé, pas par vous. Le système néolibéral crée ce genre d'injustice. Le professeur vous l'a dit avant. Il n'est pas concevable, et ça je vais le dire, quel que soit le politicien que vous mettrez dans le système actuel, les choses se passeront de la même façon. Il n'y a pas aucun politicien ne vienne vous mentir. Non, c'est faux. La preuve, c'est que N'Djamène Célestin qui est devant moi, Célestin N'Djamène qui est devant moi, n'est pas le plus honnête de tous les Camerounais. Bon, il n'y a pas un seul ministre camerounais qui ait accepté de réduire son train de vie. Ça veut dire que le problème est systémique. Quand vous entrez dans ce système, on vous apprend à vivre de cette façon-là. C'est comme ça que le système-là, il fonctionne. Donc, n'imaginez pas un Camerounais qui entrerait dans cette affaire. Et maintenant, je vais parler du Conseil économique et social. J'ai entendu les chiffres 2 milliards et autres. Je vais vous parler de l'État du Cameroun. Ayang Luc estime d'ailleurs qu'il est moins bien loti que les autres. Vous pensez que c'est parce que l'affaire d'Ayang Luc est entre vos oreilles que vous savez ce que les autres prennent? Ayang Luc, le pays est partagé et on ne lui a pas donné assez. Donc, on n'a même pas dit 2 milliards, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que 2 milliards? Vous savez ce que les petits ministres prennent? Donc, Ayang Luc dit, vous me donnez un budget d'1,9 milliard. C'est pour cela que tout le monde est mort là-bas. Ayang Luc est resté presque seul, mais on n'a pas réduit. C'est son argent, il faut le savoir. L'Assemblée nationale est la propriété de Cavaille. N'allez pas là-bas dire que... Et puis, Niat est propriétaire du Sénat. Et donc, les milliards là, c'est partagé comme ça. Pourquoi les petits 2 milliards petits 2 milliards? Non, vraiment, il faut le dire comme ça. Qu'on a deux cas, Ayang Luc a pris dans le partage. Il est la 5e personnalité de cet État. Donc, si Ayang Luc prend 2 milliards par an en 10 ans, il n'aura que 20 milliards. Vous voulez vous en offusquer? Vous ironisez là? Non, je n'ironise pas. 20 milliards, c'est quoi? Quand Ayang Luc prend 20 milliards sur 10 ans, ça se lève. Donc, il faut être plus sérieux parce qu'il y a des gens qui, dans un seul contrat, ont pris 130 milliards. Et Ayang Luc est de la première promotion des gens qui ont dirigé ce pays. Ça, il faut le savoir. Il y a un sénateur qui était malade dernièrement. Il a envoyé la facture de tout ce qu'il fallait lui envoyer avant qu'il ne revienne au pays pour les services qu'il a rendus à cet État. N'est-ce pas? C'était plutôt un administrateur du Sénat. Le secrétaire général du Sénat. C'est lui qu'on a envoyé sur le pouvoir. Voilà, et il a demandé qu'on paie tout un appareillage autour de lui. Je crois qu'on lui a donné un repos ces derniers temps. Je dis ceci. Vous ne pouvez pas rentrer dans un système et ne pas appliquer les lois de ce système. Si quelqu'un imagine changer le Cameroun, s'il devient chef de l'État, il change le système néolibéral dans lequel nous vivons. On va le changer. Non, j'ai dit il le change. Il faut d'abord arriver. Il le change. Et ainsi, vous voulez réduire le train de vie de l'État. Vous connaissez le niveau de revenus de nos douaniers? Donc vous voulez que les ministres acceptent que les douaniers soient plus riches que les ministres au Cameroun? Vous connaissez le train de vie des impôts au Cameroun, de ceux qui travaillent, des gens des ports autonomes? Vous connaissez leur train de vie. Donc vous voulez qu'un ministre accepte de... Vous êtes dans une société de consumérisme, c'est cela. Et c'est la consommation qui est importante. Vous connaissez le nombre de litres de carburant qu'on donne à un ministre au Cameroun pour gérer des véhicules, alors que Yaoundé, on connaît la superficie seulement de Yaoundé. Le train de vie de l'État, le Premier ministre a tenu un conseil de ministres récemment. Il a souligné 2 points. Les voyages à l'extérieur, les missions à l'extérieur des membres du gouvernement, l'importance des délégations qui accompagnaient ces délégations. Donc le Premier ministre veut que les ministres du Cameroun aillent faire des voyages à Bougnebel. Il ne veut plus que les ministres voyagent. Et quand le chef de l'État lui-même voyage, vous voyez, la délégation, c'est 1 milliard, hein, vous savez. Donc, on fait tel qu'on voit le père faire. On est dans un état dispendieux. On dépense à bouche, que veux-tu? Monsieur N'Djamène me parlait d'1 milliard pour les fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas assez quand vous connaissez donc le prix d'un pétrus.
C'est peu d'argent qu'on dépense. Il faut que vous vous prépariez à ce qu'on va dépenser autant d'argent souvent et bien plus. Me prépare à me battre, à me Non, vous n'allez vous battre. On ne peut pas approuver ce genre de pratique. Moi, je désapprouve l'indignation des Camerounais. Les Camerounais sont complices de cette manière de faire. La preuve, je sors par là. Quand on nomme un DG au Cameroun, tout le village estime que le DG peut résoudre les problèmes de tout le monde, de ses différentes belles familles, parce qu'en général, il a les belles familles officielles et officieuses. Il peut résoudre les problèmes de tous ceux qui ont été ses camarades de classe, puisqu'on crée des... Même ceux qui n'ont pas fréquenté avec le professeur Mathias Erico. Nous avons un écart qui fait que je n'ai pas pu être son camarade. Dès qu'il sera ministre, je vais créer l'association des anciens camarades. Il me va dire, mais toi et moi, on n'a pas pu fréquenter. Mais l'association est importante. Et il va nous donner de l'argent. Et ainsi de suite. Vous pensez que ces mauvaises habitudes que nous donnons à nos dirigeants, elles vont disparaître du jour au lendemain? Et quand vous commencez à dire à vos gens que moi je ne suis pas nommé ici pour distribuer l'argent, tu ne vas pas durer ici. Tu ne vas pas durer parce qu'on t'a mis là pour nous aider. Donc on t'a mis là en fait pour voler et nous donner. Voilà l'image qui a été projetée et que les Camerounais acceptent au quotidien. Vous arrivez dans le domicile d'un ministre, vous trouvez 200 personnes le matin alignées, les unes avec les ordonnances, les concours que les enfants vont faire. Le ministre au Cameroun gagne entre 800 et 1,5 million pour les plus grands salaires. Donc vous ne vous imaginez tout de même pas que c'est avec son salaire qu'il va payer l'école à tous les membres de la communauté. On a donc organisé de manière systémique cette manière de faire. Et tant que ça satisfait quelques-uns, on est content. Si on vous est en train de vulgariser la mendicité publique. Non, elle ne vulgarise pas. Justement, les faits qu'on décrit... Non, justement, professeur, les faits qui décrit sont réels. Cependant, votre discours tend à consolider cet état de fait. Vous suivez mon discours? Oui, je le suis. Je suis invité. Le système est là, c'est normal, c'est le village. Que vous tenez, a tendance à dire que c'est comme ça, c'est le système. Je crois, c'est normal. S'il vous plaît, dans ce sens-là, s'il vous plaît, président. Combattre, dénoncer ça. S'il vous plaît, président, c'est ce qu'il a fait. Président, s'il vous plaît, en peignant la société, ça permet à tout le monde de se regarder dans la conclusion, c'est quoi? Non, dès qu'on prend et que tu te reconnais dans un acte, tu comprends que tu es complice de ce qui se passe. Ou tu arrêtes, ou tu acceptes la réalité. Je pense que lui, il est en train, non pas de se contenter, de dire que les faits sont là, c'est comme ça. Continuons comme ça, c'est comme ça le Cameroun. Mais vous insinuez ça. Vous connaissez Je vous écoute. D'accord. Donc besoin de vous connaître. D'accord. Vous m'écoutez même pas. Malheureusement, mon discours vous échappe. Tout le monde vous entend. Je dis tout. Vous n'êtes malheureusement. Les gens vous entendent. Je vais être très poli. Mon discours n'est pas. Moi aussi, je suis poli. Il est stylistique, il n'est pas mécanique. Il faut donc me suivre. Vous ne maîtrisez pas la langue mieux que moi. Non, je le fais de loin mieux que vous. Je ne suis pas sûr. C'est trop. Vous trompez très lourdement. C'est trop poli. Vous trompez lourdement. Vous le dire vraiment. Vous n'êtes pas prétentieux. Je m'en excuse, je suis minimalement votre enseignant de la langue. Donc, il faudrait que vous... vous ne saisissez pas les subtilités. Non, vous ne voulez pas mettre... Non, vous ne saisissez pas les subtilités. Mais non, vous ne comprenez pas. Vous avez fait science physique. Vous ne comprenez pas. Pas de physique ici. Je suppose. Pas de physique. Vous ne saisissez pas les subtilités. On parle des mots que vous prononcez. On s'adresse à une population, à les gens qui nous regardent. C'est un problème idéologique, c'est que M. Djamé est dans une posture populiste et démagogique. Pas du tout. Comme il veut faire plaisir et caresser les gens. Non, ça n'est pas ça, professeur. Il est gêné qu'il tient. Il est gêné par la politique. Mais moi, en tant qu'acteur public, il est gêné par une critique de la réalité camerounaise. Voilà. Et cette réalité camerounaise, elle est bel et bien du côté de ce qui... Alors, il faut dépasser cette vérité-là. C'est pour ça qu'on s'engage en ça. Ça, c'est un autre problème. Oui, justement. Il est en train d'insinuer que le Cameroun, c'est comme ça, on va faire comment? Je dis pas ça qu'il a dit. Non, il est en train d'insinuer. C'est notre interprétation. Oui, c'est pas ça que j'ai dit. On va donc permettre... la différence entre exégèse et herméneutique. C'est ce que je suis en train d'interpréter. D'accord. Je dis que ce qu'il est en train de faire, c'est un exercice dangereux. S'il vous plaît.
Avant qu'on ouvre les cours de langue et de linguistique sur ce plateau, je vais permettre à Raphaël, il n'y a pas de souci, vous allez régler la suite après. On va permettre à Raphaël Ndougou de jouir un tout petit peu du temps qui est le nôtre. On s'achemine grandement vers la fin de cette émission. Lorsqu'on écoute tout le monde sur ce plateau, M. Raphaël Ndougou, on comprend quand même qu'il y a un problème de fond qui est systémique. Hein. La gabégie, comme ils ont essayé de le décrire, peut-être tout en n'étant pas très d'accord les uns avec les autres, même s'ils le sont sans le savoir, c'est qu'il y a une sorte de lien entre ce qui se passe en haut lieu et le comportement des populations qui se plaignent par la suite. Donc c'est pour dire que si on voudrait réduire le train de vie des populations de l'État, on doit commencer nous-mêmes déjà par accepter qu'occuper un poste de fonction au Cameroun ne signifie pas être une caisse sans fond aussi. Peut-être le fait de ne plus avoir trop de charges va les pousser à moins voler et à moins aussi demander beaucoup d'argent pour ne rien faire avec. Je le dis simplement comme ça pour être comprise de tout le monde. S'il faut refaire une résidence à 2 milliards, il faut qu'on pense aussi qu'à nos petits fonctionnaires, c'est-à-dire qu'à lui construire la maison en calvaud ou bien en briques de terre. C'est-à-dire qu'au moins que les Camerounais qui travaillent au quotidien aient des logements. Vous voyez, dans la zone de l'ancien palais, vous voyez des résidences qui étaient construites à l'époque pour les ministres. Mais à l'ancien temps, on pensait aussi aux petits fonctionnaires avec les SIC, ce que vous voyez là, ça, c'était vert, etc. Ça dit que, pourquoi on ne regarde pas ces 2 milliards? Il faut qu'on pense justement à ces gens-là. Ça dit que les fonctionnaires soient quand même logés. Parce que quand vous regardez le non-logement des fonctionnaires, aujourd'hui, et quand on entend les chiffres comme ça, ça dit qu'on n'a pas vu ça, mais dès qu'on entend, les gens sont gênés. Ça dit qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'un fonctionnaire a le non-logement d'ordre de 40 000 et qu'on sait aujourd'hui, quand vous êtes un père de famille de 3 enfants, vous ne pouvez pas avoir une maison à 3 pièces de 40 000. Donc, si les gens, 50 000, c'est le studio. Continuent à bien se loger, rouler dans les grosses voitures, qu'on pense aussi aux petits Camerounais, parce que c'est ce qui dérange. Et pour aller prendre un peu du propos de M. Yemek, ce qui fait donc que les gens courent chez les DG et les ministres parce que justement, ça ne va pas faire là, c'est compliqué. Bon, moi je suis d'accord avec vous que c'est ce peuple-là même qui est complice. Je ne sais même pas pourquoi ça devait faire débat. Non, le peuple est zombifié. Le peuple est complice, pourquoi? Parce que, pas la même chose. À un moment donné, ce même peuple-là refuse parfois d'aller voter. Ce peuple-là refuse de... Je ne sais pas, à un moment donné, vous avez entendu le député dire ici qu'ils veulent qu'on augmente leur... C'est nous qui les votons. L'État comprend aussi les députés. Mais bien sûr. Ah oui, quand vous parlez du train de vie, c'est aussi le Sénat. Ce qui est clair, c'est que, en réalité, quand on a un certain niveau, on mérite un certain standing. Moi, je ne refuse pas. Mais j'ai dit qu'il faut donc penser aussi aux plus petits. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de réflexion, ça veut dire que cette résidence a été construite. Le Cameroun est une mangeoire. C'est ça qui ne marche pas seul. C'est existait déjà. Il y aura moins de colère. Là, on fait à 2 milliards, ça fait quand même 2000 millions. Ça veut dire qu'on ne sait pas. La tonne là, c'est pas les États-Unis ou avec nos ingénieurs qui sont sortis de Polytechnique et autres là, vraiment, ça fait quand même les gens qui font fuiter les documents comme ça sont gênés. C'est ces gens-là qui ont fait fuiter le document qu'on a lu là. C'est parce que quelqu'un est merci. Parce que quand vous prenez un véhicule de 120 millions, il ne suffit pas de l'acheter, il faut l'entretenir. Oui. Il y avait un ministre... Vous croyez qu'ils vont rouler en vélo comme dans certains pays? Non, pas du tout. Par exemple, c'est pas mauvais, ça va les... Ils vont faire le sport, ça va les... Moi, je pense que ce n'est pas ce que moi je souhaite. Le ministre doit vraiment être à son standing. Mais il y avait un ministre dans ce pays des domaines. Parce que la nom a dit, il a été enlevé. Parce qu'il s'est mis à l'aise un jour. Il a commencé à interpeller lui-même les véhicules CA. Quand normalement, quand vous êtes professeur, Mathieu Guinée, je vais le déposer comme son chauffeur. Je rentre avec le véhicule au garage administratif, c'est ce qui s'est passé avant. Lui, il a commencé à mis combien de temps à ce poste? Pas du tout. Voilà. Vous voyez que je suis d'accord avec vous. Vous me comprenez. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait ça, on a dit, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il veut venir montrer ici là? Est-ce qu'il rêve ou quoi? On l'a mis dehors. Ce discours est dangereux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, je ne refuse pas qu'on s'occupe bien des gens qui ont servi ce pays comme M. Arnaud qui est là depuis. Même si son budget n'est pas tout ça, il peut donc, avec les 120 millions,
les 2 milliards de réflexion de la résidence. Je ne sais même pas qui va gagner ce marché. Peut-être c'est une structure qui vient d'ailleurs. Je ne sais vraiment pas. Parce qu'il vaut mieux construire une nouvelle que de réflexion là. Comme ça, donc, un autre DG ou bien une autre personnalité, il va récupérer l'ancienne. Mais que de la refaire à 2 milliards, je crois peut-être que ce n'est pas un bon document. Mais si c'est un bon document, ça fait mal au cœur. Pour le Camerounais lambda, qui a besoin de l'eau, qui a besoin de l'électricité, qui a besoin des routes. Tout à l'heure, le Camerounais lambda a pris quelles précautions pour avoir ces choses-là? Justement, il est censé prendre quelques précautions. Il est censé être politisé lui-même. Il est censé contribuer à la transformation du pays dans lequel il vit. Lorsqu'il se rend complice par son politisme, ce que vous décrivez là, les gens qui, les 2 milliards, à Yaoundé, si le document est vrai, c'est déjà qui va gagner le marché. Est-ce que ça vous concerne? Alors, vous ignorez comment ça se passe? Non, attendez, on n'est pas venu à la télévision pour se livrer à des exercices stylistiques en français. Nous sommes venus, je parle pour moi en tant qu'homme. La stylistique fait partie de non, pas du tout, monsieur. À la télévision, je regrette de le dire. La stylistique parle, sa première arme, c'est la rhétorique. Non, vous ne devez pas dire que la stylistique ne fasse pas partie de la politique. Nous sommes dans un exercice où on parle au peuple. Le peuple ne comprend pas que des travaux de réfection d'une résidence d'un monsieur qui ne nous sait strictement rien, puisse être placé à 2 milliards, c'est-à-dire que le plus important que le budget de son institution. C'est inadmissible. Je n'ai pas envie de faire le style de Molière. Je parle vrai, je parle droit dans les yeux du peuple pour leur dire que simplement ce genre de comportement ne nous permet pas de nous développer. Oui, non, d'ironiser, de faire des exercices de style. Si monsieur Mohamed je suis en train de dire que aujourd'hui, on pose un acte de condamnation. Est-ce qu'il prendrait ces 2 milliards pour la réflexion de son domicile? Je ne prendrai pas ces 2 milliards. Les Camerounais vous écoutent bien. Oui. D'accord. Ils nous écoutent. Je vais vraiment chuter. Tout à l'heure, bon, moi je crois que nous sommes sérieux ici. Et rassurez-vous, nous sommes tous sérieux. Je n'invite que des personnes sérieuses. Maintenant, pensez que ce qu'on dit n'est pas vrai, mais on parle de la réalité. Je connais les hommes politiques de l'opposition qui sont là au gouvernement, ils aiment bien les grosses voitures en question. Donc personne... Vous avez bien un seul opposant à l'Assemblée nationale qui a dit qu'on réduise son équipement. Personne. Vous en avez vu? Personne. Ils reçoivent, pour ceux qui sont membres du bureau, 45 millions pour leur véhicule. Il y en a un seul qui a demandé qu'on lui donne moins que ça. Ils ont revendiqué même les bonnes conditions de vie. A demandé qu'on lui donne. Ils n'ont jamais pensé à leur supérieur. Ils étaient d'ailleurs membres du Mais ils ont pensé à revoir leurs conditions de vie. Donc moi je voulais dire, parlant par exemple des bons de carburant, vous imaginez comment que ces mêmes gens-là n'arrivent pas à utiliser le carburant qui leur a loué chaque année ou mensuellement. On est obligé d'aller changer les bons de carburant dans les stations. On donne aussi parfois aux jolies dames comme vous. Lorsque vous avez la chance, hein, c'est pas tout le monde qui a la chance. Merci. Lorsque vous avez la chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle du peuple, le peuple doit prendre ses responsabilités. Je crois que quand même on fait la politique, il faut dire les vérités au peuple. Voilà. Si vous voulez changer la donne, si vous mais monsieur Diamène est contre les vérités. Moi, je pense que si le peuple en est arrivé là, c'est parce que justement le discours qui est plus ou moins hypocrite, sournois, a fait en sorte qu'on étale un sentiment de lassitude, de laisser aller. Il manque d'éducation, le peuple. Mais éduquez-les. C'est ça, la vérité. Comme me livrer l'exercice de style. Est-ce que les gens disent que revendiquez vos droits, exigez de vos dirigeants ce que vous devez exiger? Est-ce qu'on éduque dans la flagornerie? Il faut dire la vérité au peuple. C'est le peuple qui peut changer. C'est en train de dire. Et donc, si vous dites ce que vous dites, demandez donc à ce peuple-là que le moment venu, choisissez des c'est ce que je suis en train de dire. Les partis politiques. Le président. S'il te plaît. Dans ma formation politique, à part, nous avons mis en place. Pardon? C'est ça. Oui, c'est le nom de son parti politique. RDP, c'est ça? À part la formation politique, on a mis en place un organe qu'on appelle éducation et formation politique. C'est un département. Donc nous pensons que la matière première... Ça existe dans tous les partis, monsieur Diaz. Dans tous les partis, ça c'est les faire valoir. Tous les partis ont des organes de moi je viens à Yaoundé régulièrement. Le parti de communication à mes militants pour les éduquer. Quel parti fait ça?
Je n'en vois pas. Quel est le message que vous envoyez? Bon, voilà, ils l'ont écrit dans les 2 milliards, le pratique pas. Donc le peuple d'abord a besoin d'être éduqué. La mendicité qui se banalise comme ça, je ne suis pas d'accord. Il faut leur dire que c'est dans leur intérêt de ne pas recevoir des savons, des spaghettis. Vous finissez par être tous d'accord. Ils vont se prendre en main, ils vont arrêter de mendier. Il faut aller s'inscrire. Si j'essaie de bien résumer tout ce qui a été dit. Il faut les éduquer pour cela. Et on compte sur vous. On compte sur vous, Président. On compte sur les leaders d'opinion, comme M. Raphaël Ndougou, comme Pierre Blériot-Niémé, comme le professeur Ronan Guigny. On va lire quelques messages avant de se quitter. Bonjour le panel, bonjour spécial et particulier au vice-recteur de Yaoundé 1. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu à la télé. Était-il hors du pays? Je suis content de le voir à nouveau, toujours très calme et courtois sur le plateau, un vrai yentologue. Bouba, ancien étudiant de Yaoundé 2, Maroua. Merci. Vous étiez là, vous n'étiez pas là? Je suis bel et bien là et je passe sur les plateaux. Voilà. Je passe sur tel ou tel autre plateau dont il ne voit pas nécessairement. Bon, peut-être il est un abonné d'Info TV. C'est ça. Il est heureux donc ce dimanche. Et comme Info TV ne voulait pas m'inviter. Mais professeur, vous n'allez pas le dire. De toute façon, on le fera encore plus dans les jours à venir. Aussi, parce bien qu'il y a sûr. un problème de disponibilité. Ça, c'est très important. Bon dimanche, super de fantastique analyse de Célestin Ndiamène. Madame la modératrice, pourquoi on veut étouffer Monsieur Ndiamène qui dit la vérité aux Camerounais? Ça va changer un jour. On doit, depuis Mbal Mayo. Bonjour, Ndiamène a été le meilleur sur le meilleur des meilleurs ce dimanche. Et ça m'a depuis 100 millimètres. Bonjour Rosalie, j'aime vraiment l'intervention de votre consultant, il est vraiment très pertinent, vraiment dit à votre panéliste que vous ne mangez pas ce genre d'argent parce que vous êtes une femme, c'est mon vrai et vraiment vrai dans votre peau. Rosalie, Rodrigue, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Donc quand on est une femme qui est vraie et bien dans sa peau, on ne prend pas l'argent. Donc, on peut justement, je parle d'argent légitime. Ah, ok. J'ai eu peur qu'il me demandait de vivre sans argent. J'allais m'inquiéter quand même. Hein. Allez, on prend juste 3 messages. Le temps imparti à l'émission est arrivé à son thème. S'il te plaît, une autre question pour le professeur Obonangini. Non, vous n'allez pas poser les questions toute l'émission au professeur Obonangini. Vous savez où le trouver. Ah, ce sera facile, vous vous rapprochez de l'université, il est dans ses responsabilités, je suis sûr qu'il va vous recevoir selon la pertinence de votre demande, et bien sûr vous pourrez échanger avec lui, il est là, il est très gentil le professeur, d'accord? Bon, vous n'allez pas aligner toutes vos questions ici à l'antenne, sinon on ne va pas s'en sortir aussi. Il a intérêt parce qu'après ça risque de ne pas être gratuit, ce sera la consultation. La logique des 2 milliards toujours. Hein. Bonjour sur le plateau, je suis chef de service avec un master. Mon non-logement est de 28 300. Donc je peux faire mes terres quand j'entends 2 milliards. Bonjour à vous, chers clients, panélistes. Juste pour vous rappeler que le peuple camerounais est suffisamment éduqué. Nous sommes juste étouffés et compressés et zombifiés par ceux-là qui nous dirigent. Endo et Dou depuis Yaoundé. Quelqu'un qui est éduqué ne peut pas être zombifié. Là, je suis d'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, Ndiamène. T'as appelé combien? Je suppose qu'il t'a appelé. Je t'ai appelé combien de fois? Bonjour le trio, très belle émission. Dites à monsieur Ndiamène de ne pas étouffer Niémec. Non, c'est pas possible. Il faut savoir que plus de 10 millions de Camerounais vous écoutent. Joseph, depuis Coton, non, ne vous inquiétez pas, nous on est habitués. Hein. On aime même quand on échange de cette manière-là. On se sent bien. À la fin de l'émission, tout le monde est détendu. Et puis, on aura servi le peuple camerounais comme à l'habitude. C'est le cas également ce dimanche. Je peux vous remercier d'avoir tous été là pour le bien des Camerounais, sauf si le professeur veut ajouter quelque chose. Bon, ce que j'aurais à dire, le débat sur la gabegie il est tout à fait légitime. Il est normal que les citoyens attendent une bonne gestion des ressources publiques. Nous sommes d'accord. Mais on peut bien gérer les ressources publiques sans mettre en question l'apparat dont tout État a besoin. Voilà. On est tous d'accord au moins sur ce principe-là. Oui, surtout que la réduction des dépenses de l'État, on aurait mieux fait de dire la réduction des dépenses des personnalités de l'État.
l'État, dans un sens général, est tout à fait neutre. Rassurez-vous, on l'a compris tous ici. Comme vous êtes dans certains services de l'État, c'est la désolation, il n'y a pas de confort. Donc ça va où cet argent-là qu'on brasse tout le temps? Voilà, l'apparat de l'État est aussi dans l'infrastructure de l'État. Ça veut dire que les services publics doivent avoir une certaine présentation. Si nous ne le faisons pas, nous agissons contre l'intérêt de l'État. Voilà, merci à vous quatre. Merci à Narcisse Ondoa qui était derrière les caméras. Belvas a réalisé cette émission. Anissé était au mixage vidéo. Sandrine Kibi a assuré. Ah d'accord, mon bébé Célestin Tomo plutôt, sorry. C'est Mars, j'allais dire, Sandrine Kébé a assuré le make-up. Jean-Martin Kenfak était à la supervision technique. Respect, M. Dieudonné Nvin. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. La rediffusion 17h et 21h ce dimanche. J'apporte la précision avant qu'on ne m'écrive plus tard pour me demander si c'était prévu pour lundi ou mardi. Non, ce soir, 17h, 21h, la rediffusion. Moi, j'aurai du bonheur à vous retrouver pour d'autres débats sur Info Télévision. Vous faites bien de rester ici. C'est ici que ça se passe. Bon sujet.